La chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Henny. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... Mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de LCDA. Ce soir, nous avons un invité extrêmement spécial qui était très attendu. Vous savez déjà, si Hollywood se met comme ça, c'est du sérieux. Sans plus tarder, vous savez déjà que cet épisode est commandité par Play Numbers Game, le casino en ligne, le seul casino en ligne qui offre des cadeaux à ses joueurs every night, every day. En plus, vos gains, moins de 24 heures par EMT. Play Numbers Game, safe, user-friendly et en plus, support technique 24/7. Et vous savez déjà, c'est le temps des fêtes. Donc, LCDA aime offrir des cadeaux à ses membres aussi. Donc, allez vous inscrire sur Play Numbers Game. Le lien est dans notre bio et vous courez la chance de gagner un $250 par semaine. Oui, j'ai bien dit par semaine. Donc, ne perdez pas de temps. Allez vous inscrire. Yo, est-ce que je peux avoir Hollywood? Là, c'est... Yo, je te jure, mon cher. Yo, les gars! Je vous ai dit, je suis en mode natif, là. Non, t'as coulé ton casting. Retourne chez toi, Henrik. Non. Let's go. Y a pas, les gars sont pas ready. T'as coulé ton casting, Marie. On est en train de faire le bail. T'es pas resté true au branding, mon cher. T'inquiète. Le roi Enoch aurait jamais fait ça comme ça, mon gars. Yo, j'ai pas besoin de savoir. Yo, il serait resté lui, t'aurais dit c'est moi qui commence le bail. Quand la brume va commencer, je vais être dans un autre mode. Mais ce mode-là, pour l'inviter. Il pense que c'est au BBC, là. Comme s'il présente un documentaire sur la BBC. Je pense que vous parlez un petit peu trop, là, les gars. Là. Yo, calmez-vous. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardy like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do? Qu'est-ce qui se passe? Mon autre co-host, Edlin. Aujourd'hui, je pense que ça va être Mr. Philosophe. Yo. Zero Pluggy. Non, aujourd'hui, ça, c'est un invité que j'attendais depuis très longtemps. C'est ça. Et notre invité ce soir, Ah ouais. un homme à tout faire, artiste, entrepreneur, CEO, bossway. Bro, qu'est-ce que vous voulez de plus? Notre invité ce soir, le seul et unique, Jean-Yves. Et vous savez déjà, de Natif TV. Let's go. What it do, Jean-Yves, merci d'être venu au podcast. Merci pour l'accueil. Non, on n'a pas le choix. C'est au niveau de Mais je l'invité. suis pas content. Comme Hollywood, d'habitude, il y a toujours un beat, whatever. Là, c'est comme si, il fallait que tu le mettes dans le même juice. Yo, t'inquiète. Non, je suis d'accord avec Gardy là-dessus, pour de vrai. Et sur ça, comment je vous dis, je suis même pas mine, qu'est-ce que vous me dites? Il y a un Je certain suis même pas branding. mine. Comprends? À la fin de la journée, j'ai fait mon intro comme je voulais faire mon intro. Fais tout, Pam. Fais tout, Pam. C'est tout. Attendez, Jonesy. Encore une fois. Hein? Il a gâché le brand. C'est Hollywood qui fait le bail, oui. Quel brand? C'est Hollywood qui fait le bail. C'est pas LCDA, non. Ah non, c'est ça, Hollywood. Mr. Intro, on t'a dit. Aujourd'hui, t'étais campé en Henrik. C'est pas grave. Maintenant, ils connaissent Henrik aussi. Pas grave. Bon. Quand je vais être sur Natif sans vous, je vais regarder comme ça. Yeah, monsieur, ça me fait, oui, monsieur. Est-ce qu'on revient Non, pour de vrai, Jean-Yves, merci d'être venu. Pour de vrai, c'est un honneur de t'avoir ici. Yeah, for real. Comme Edlin a dit, ça fait un bout, on a dit, il faut qu'on aille Jean-Yves, Cap. J'ai dit, il faut qu'on aille Jean-Yves. Les gars, non seulement Là, il cherche la confrontation. Oui. Yo, si vous voulez commanditer pour des Q-tips pour Edlin, checkez-nous. Hey, les gars sont fous, quoi. Les gars sont pas ready. Bon, avant même qu'on rentre dans les affaires, vous savez déjà, j'ai une autre promo à faire. Yup. Cet épisode est également commandité par Eros et compagnie. Vous savez déjà, encore une fois, c'est le temps des fêtes. Vous voulez offrir des cadeaux à tous les vicieux, les vicieuses que vous connaissez.
Donc, présentez-vous sur erosetcompagnie.com et rentrez le code promo LCDA15. Et vous avez un 15% sur tous vos achats en ligne. C'est le temps, là. C'est le temps. Arrêtez de niaiser. Vous n'avez pas acheté aucun cadeau toute l'année? Allez-y. Erosetcompagnie.com. Allez vous amuser, guys. Allez, c'est le temps, là. Let's go. Yeah, Noël arrive. Exact. Erosetcompagnie.com. Let's go. Ouh! Jean-Yves, comment était ta semaine avant de venir aux Chroniques des Alcooliques? Bon, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, on va qu'on commence. Un peu chaotique. Bon, mes semaines, ça ressemble pas mal à ça, là, depuis un certain temps. Quel le boss, oui, hein? Chaotique. Chaotique. Ouf. C'est ça, oui. C'est monsieur. quand même vaste, ça. Ah. Cassé sur... Dans quel aspect? Généralement, je sais comment ma journée commence, mais je sais pas comment elle va terminer. Ah, OK. OK. Ou à quelle heure, ou whatever. Généralement, je sais jamais à quelle heure elle termine. Mais elle finit par se terminer, c'est ça qui compte. Ah, on doit se sentir spécial aujourd'hui. Il est là avec Yo, nous. folie là, bon, ça c'est Il ton est là avec nous. safe space Ah où ouais, est-ce que ouais, tu peux tu vas relaxer, relaxer avec nous. relax. Yeah. Normal. J'ai remarqué quelque chose dans ton intro. J'ai entendu le mot artiste. Vous savez ça sur moi? Moi, je sais, ouais. Moi, c'est sûr, je sais. Ah, on fait nos devoirs. On fait nos devoirs. Ah. Yo, je t'ai dit, quand on sait, Jean-Yves, on fait nos devoirs sur toutes nos guests. Mais Jean-Yves, aujourd'hui, on devait rester un petit peu plus longtemps dans la recherche. J'en ai pas Appelé si du jeune. monde. Ouais. Yo, tu connais Jean-Yves? Yo, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce qu'on est inside? Yo, j'ai d'autres bails aussi, là. Je sais pas si le monde savait, mais en tout cas, on va voir si c'est vrai. Si on m'a donné des fausses informations, vous êtes enragés. Ah, the word on the streets. Word on the streets, yeah. Word Ça on veut the dire sh- beaucoup de choses. Exact. Donc, maintenant, vu que mon très cher collègue, Gardi, il n'y a pas de sanaboué ce soir. Vu Mais- qu'on respecte que tu Ouais, ne bois exactement. pas. Notre invité on ne s'est boit dit, pas, On fait pas donc- de tasting aujourd'hui. On respecte ça. Mais, quand même, il doit participer au segment 50 Shame of Gris. oh, ouais, Yeah. ouais, ouais, Est-ce que ça va bien se passer? En allée. Donc, Jean-Yves, on a notre petit segment. Tu as 1 minute pour nous raconter une des fois que tu as été plus fini sur de l'alcool. Wasted. Faded. Pourquoi t'as arrêté? Belle grille, là. Exactement. Parce que dans notre tête à nous, c'est sur un jour, tu as déjà bu. Oui. Ça fait quoi? 12 ans ou 13 ans que j'ai arrêté de boire. Ah, OK, c'est pas si pire. OK. Donc oui, dans une Back ancienne then, vie. Back then. Ouais. J'ai jamais été un grand affiateur, c'est sûr, à la base. Mais oui, j'ai déjà été sur des brosses dans ma jeunesse lointaine. Mais un épisode assez particulier. À l'époque, quand j'étais un artiste, C'est toujours là. ouais, en tout cas, si les souvenirs sont encore là, c'est assez spécial. On sortait d'un show, moi, avec les autres gars de Combine la Caille. C'était le groupe dont je faisais partie du crew avec Easy Combination, Yeah. à l'époque, quand j'étais un artiste. Et puis, bon, ça arrivait souvent qu'on faisait des brosses en crew, en sortant en backstage. Mais là, c'était assez spécial parce que c'était l'anniversaire d'un des gars. OK. Puis, bon, on avait un gros réseau dans le monde des danseuses à cette époque-là. Oh, OK. On connaissait beaucoup de danseuses. Et puis, les gars avaient décidé de faire la tournée de 3 à 4 bars de danseuses. Wow! Et c'est probablement la soirée où il s'est passé tellement de choses que juste essayer de me rappeler, coller tous les morceaux, là, c'est assez bizarre. Tout ce que je peux me rappeler réellement à quel point c'était assez bizarre, c'est que je me rappelle qu'on avait commencé à boire. Dès que le show était fini, c'était un show au Club Soda, je crois, à l'époque. Et puis, Downtown, à cette époque-là, le Club Soda venait juste de déménager Downtown. Et, parce que c'était sur Park Avenue à une autre époque. Mais bon, je suis un gars old school. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas de quelle salle je parle, qui a changé de nom pour Colanoté après. Yeah. Et puis, Non, mais nous, on connaît, on n'est pas Nous, on si connaît. jeunes. ah, ok. Non, non. Donc, Moi, je on comprends, n'est pas ouais. si loin. On non. est juste Ah, ça, ok, là. c'est pas pire, c'est pas pire. Puis,
je crois, le show a fini vers 11h30 du soir. Tout de suite, on commence à boire. Mais, comme je l'ai dit, je ne suis pas vraiment un taffiateur. Fait que j'ai commencé à boire plus que d'habitude. Oui. Et puis, soudainement, la tête a commencé à tourner. Il dit, ah, Spike, c'était mon nickname à l'époque. Ah, inquiète-toi pas, Spike, on va conduire. Les gars ont pris ma machine. Et puis, la tournée a commencé. Moi, je croyais qu'on s'en allait dans un club. Non, les gars ont décidé de faire le tour. Ils ont décidé d'aller au Golden. Attends, c'était quoi ce Ça, c'est sur Saint-Hubert. Non, Golden, c'est sur Saint-Laurent, non? C'est sur Saint-Laurent. Ouais. Ouais. Le Golden. Ah, my goodness. C'était le Golden Axe. En tout cas, je ne sais même pas si ce club de danseuses-là est encore ouvert sur Saint-Laurent. Non, Mais il est plus ouvert. il est fermé, finalement. En tout cas, bon, peut-être. La plupart des clubs de danseuses ont fermé. Ont fermé? Ouais. Ben oui, Montréal n'est plus vraiment... OK, c'est plus le Il y en a nightlife, encore. c'est plus comme avant. Non, Bon, mais... la pandémie a... A tout tué à ce point-là. La pandémie, puis les petits clubs. Oh, wow. Yeah. Yeah. Oh, OK. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe dehors. La pandémie, la piste cyclable, c'est tout ce qui reste. Yo, My pour de goodness. vrai, tu vois au centre-ville, Sainte-Catherine, Oui, je sais que c'est comprends? sèche. Comme il reste juste Paris, là. Oh, wow. OK. Vous savez, moi, je suis devenu un petit vieux. Je sors plus depuis très, très, très longtemps. On se comprend. Donc, je sais plus qu'est-ce qui se passe dans le club scene ou un nightlife, s'il Le existe club encore. C n'est plus pour nous. C'est juste ça que Ah t'as ouais, dit. Il est OK. plus pour nous. That's Non, good mais to là, know. votre tournée, finalement, comment Ouais. ça s'est passé pour toi? Puis, je me rappelle qu'on a fait un premier bar de danseuse, après ça, un deuxième bar de danseuse, et puis, à un moment donné, rendu sur 2, 3, Bacardi, Bacardi, NSC, name it. Bouteille, puis c'était que du fort, hein, les gars, ils aimaient ça frapper le fort. Que du fort. Fait qu'à un moment donné, blackout. J'ai blackout une fois, je me suis réveillé. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, on est rendu au deuxième ou troisième club. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre? Comment qu'est-ce qui s'est passé entre? T'étais avec telle femme, puis là... Puis j'étais comme, ah ouais, j'étais... En tout cas, puis j'ai re-blackout. Rendu dans l'autre soirée, je me suis réveillé encore pour re-blackout. En tout cas, j'ai blackout 3 fois dans la soirée, mais on me disait toujours que j'étais là. Et c'est là que je me suis rendu compte que, tu sais quoi, peut-être que c'est pas fait pour moi. Ta fièvre pour moi. Peut-être que c'est pas fait pour moi. Donc, mais c'est tout ce que je suis capable de me rappeler, puis que je sais que c'était la pire des brosses. Parce que chaque fois que je blackout, je reviens, puis on me dit, il s'est passé ça, je m'en rappelle plus. Je dis, mais la soirée, elle continue. Elle continue. Puis à cette époque-ci, il n'y avait pas que les clubs. Quand les clubs sont fermés à 3 heures, après ça, il y a les after. Ah Yeah, ouais. yeah, l'after. Puis là, on est allé au Circus. Oh, OK. OK. Ben là, toi, t'as pas fini sur une civière? Ah! Tout ce que je me rappelle, c'est qu'on a terminé à 10-11 heures du matin chez un des gars. Et puis, j'étais totalement knock-out pour me réveiller à 6 heures du soir. Et puis, c'était reparti pour recommencer la soirée parce que c'était un vendredi. Donc, je me suis réveillé Le samedi samedi. après-midi d'après. Oh. Ah oui, c'était la plus grosse brosse de ma vie. J'arrive. OK. Je sais que tu skips plein de détails. Oh, ouais! Moi aussi, bon. Oh, moi aussi, shit. C'est Moi aussi. correct. Yo! On t'a dit, je sais qu'on t'a dit, c'est quoi qu'on t'a dit? Aïe, aïe, Est-ce aïe. qu'il- Bon, plein de le manque de détails, détails font que, bon... Yo. On m'avait demandé de vous raconter. Non, c'est la plus correct. grosse Non. brosse. Je L'histoire, racontais tu nous ma l'as plus grosse donnée. brosse. l'as donné, T'as mais- participé au segment. On est bien d'accord, bien content que t'as participé. Mais le segment est noté. Mais malheureusement, Jean-Yves, ça me brise le cœur que je dois faire ça. Tu dois prendre le bouton. Mais on comprend pourquoi. On comprend. Juste sous ton rire, tu sentais que t'allais le prendre. Comme... Yo, je l'écoutais, puis je suis comme, ah ouais, check comment il skip, check comment il skip. Yo, il veut C'est donner. sûr, ces gars-là peuvent pas donner les Mais il détails. peut pas, comme si Non, on fait non, une on caméra, comprend. on fait un micro, maybe. On comprend. Ah, non. À cette époque-ci, il y a bien des affaires qui peuvent plus se passer aujourd'hui. Ah, ça c'est Ah non, mais bien, ça, c'est normal. si. Ça, c'est Surtout- sûr et certain. Yo, Ça. en plus, toi, t'es la génération qu'on pourrait appeler, nous, les grands frères, genre. C'est pour ça que nous, on n'est pas si jeunes, là. Fait qu'on imagine, toi, il n'y avait pas... Nous, on n'avait pas MeToo, fait qu'imagine, toi, il n'y avait pas MeToo.
Yeah. Même. Juste pour te dire, là, la fin de semaine passée, on est allé sur Saint-Laurent. Je suis allé avec mon producer sur Saint-Laurent. Je me rappelle de mon Saint-Laurent, là, comment le monde s'était rempli dans la rue. La police était obligée de faire des va-et-vient sur la rue. Et on est allé, Saint-Laurent était blanc. Il n'y avait personne. Dans le parking. Yo, tout le monde était où ce qu'on était. C'est cash. Non, mais c'est grave. Shout out à Adamo. Il nous a invités à son lancement de son album avec les gros bigs. Fait qu'on est allé là-bas, mais on a vu que Saint-Laurent, c'était plus notre Saint-Laurent. Là. Tous les clubs, comme tu as dit, qu'on a connus, que ce soit le Arcade, le Exit, le Radio Lounge, le Koi, le Living, ils sont plus là. Il n'y a plus rien là. À cette époque-là, ça faisait juste changer de propriétaire. Exact. Mais maintenant, ils ont... Là, maintenant, c'est vraiment... C'est fermé. Là. Ouais, il n'y a rien. Il y en a des là. cultes qui sont encore ouverts, comme le Balatou est encore ouvert. Oui, mais le Balatou, ça, c'est autre chose. Yeah. Oui, mais quand même, c'est quasiment plus communautaire que... Oui, j'appelle ça un club communautaire. Bon. Mais comme le 1234 de la montagne, c'est encore là. Ah ouais? Wow, Ils ont survécu? Ah, wow. Wow, Ça s'appelle plus le 1234. Ça. Non, Ça s'appelle comment? Non, ça s'appelle plus 1234. Mais c'est encore l'adresse c'est- 1234. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Comme moi, c'est comme ça, 1, 2, 3, 4, ça va pas changer. Peu importe le nom qu'ils donnent, tu vas l'appeler 1234. Ouais, exactement. Nous, on va l'appeler 1234, ça c'est sûr. Mais bon, mais toi, on dirait que c'était vraiment le golden era des clubs. Là. Il y en avait plusieurs. Yo, Nightlife à Montréal dans le temps était crazy. Dites-vous, hein, de 96 jusqu'à peut-être 2006, c'est... C'est ça. Nous, on a plus connu genre le 99 à 2010-12. Ouais. Exact. C'est C'est vrai. qu'on a overlap un peu, genre. Nous, ma mère me laissait pas sortir avant 2005. Nous, je parle dedans, mon gars. J'étais chanceux. No comment. Yes, c'est ça. 99, mon gars, j'essaie d'aller au Stage 99 sur des Laurentides. Vax, tout ça, rentrer ses bâtons après, là. Bon. No comment sur celle-là. Bon, maintenant, c'est le temps de passer à la partie importante. On est là pour Jean-Yves. Jean-Yves, t'es sur le hot site de LCDA. Laisse-moi sortir mon Mais avant qu'on rentre dans tout ça, j'ai un petit icebreaker. Parce que, en tout cas, je sais pas si on m'a donné la bonne information, mais on m'a dit que t'es un gars d'arts martiaux. Est-ce que c'est vrai? T'es un gars qui fait des arts martiaux? Ouais, j'ai commencé à faire les arts martiaux à l'âge de 25 ans. Oh, OK. J'ai commencé à pratiquer le Wing Chun Kung Fu. Oh, ouais. OK. T'es allé à quelle école? C'est l'école Namhan Wing Chun. C'est un temple qui est, Gars, qui est proche du masteriser le bail. métro Henri Ouais, Bourassa. ça, celui en face. Ouais, Ah, ok, exactement, cool. yeah, Parce qu'il y a yeah. 2 succursales. Ouais, il y a deux qui Ouais, Il y en a ouais. une au centre-ville, puis il y a celle Celle, Henri en face du Bourassa, ouais, ouais, exactement. ouais. Puis il y en a une troisième maintenant depuis quelques années qui a ouvert à Côte-des-Neiges. Ok, ça, c'est là. Parfait. Donc, on m'a donné la bonne information. Oui, Tu la faisais bonne de la information, exactement. Est-ce que tu es un gars qui regarde un peu le MMA, UFC, tu regardes ces affaires-là? Je suis pas ça trop, parce que le MMA, c'est vraiment le mixed martial art. Moi, je pratique vraiment le Kung Fu. Ok, tu pratiques encore? Ouais, je pratique encore. Maintenant, je pratique 2 types de Kung Fu. Il y a le Wing Chun que je pratique depuis plusieurs années. Ouais. Maintenant, je pratique aussi le Tai Chi. Ah, Oh, nice. C'est une autre nice! forme de Kung Fu. Mais est-ce que, ok, mais dans le fond, l'école sur la jeunesse, Oui. c'est, que j'allais dire, ils font du tai chi aussi? Oui, Parce que je pensais que c'était juste il y a le du Tai Wing Chi. Chun. C'est les deux. Il y a le Kung Fu et Ok. Wing Chun et le Tai Chi. Ah, Mais- ok. Et il y a aussi le Pai Mei, qui est une autre forme de Kung Fu. Tu viens de m'apprendre quelque chose parce que j'ai toujours cru que le Wing Chun était un dérivé de Kung Fu. C'était comme Non, c'est vraiment un type de Kung Fu. C'est ça. Ah, ok. Yeah. C'est un Oh, type, parce qu'il y a ok. plusieurs types. Mais- Oui, il y a plusieurs types, ouais. Mais justement, historiquement, une école ne pouvait pas enseigner plusieurs types de Kung Fu. Ce qui s'est passé, c'est que le grand maître, qui est le maître Namhan Mhm. de cette école-là, lui, son histoire est assez spéciale. Hein. C'est vraiment pendant la guerre du Vietnam, OK. que quand il a été emprisonné pendant la guerre du Vietnam, dans les années 60, qu'il a fait la connaissance d'un grand maître en prison, Ok. parce qu'il était un prisonnier politique. Et puis, ce grand maître-là, il a commencé à l'enseigner parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, tu es en prison.
Et après ça, il a réussi à s'enfuir de la prison. Mais avant de s'enfuir, ce maître-là lui a donné un contact d'un temple pour qu'il puisse continuer à pratiquer. Et puis après ça, il a pratiqué pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même, évidemment, l'autorisation de partir sa propre école. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait contrairement à d'autres? C'est qu'il a décidé de pratiquer différents styles parce qu'il s'est rendu compte que uniquement un seul style, parce que lui a commencé avec le Wing Chun, c'était pas assez. Il s'est rendu compte qu'en pratiquant différents styles, les différents styles étaient complémentaires. C'est pour ça qu'il a commencé à pratiquer le Pai Mei, qui est une autre forme de Kung Fu, et éventuellement le Tai Chi. Donc c'est plus pour s'assurer du moins d'aller chercher des styles de Kung Fu qui sont totalement complémentaires pour être sûr que les disciples à qui il apprend soient totalement complets dans la maîtrise de la discipline Kung Fu. Puis ça n'a pas créé de conflit, ça? Non, pas du tout. Le grand maître il est extrêmement respecté au Vietnam, parce qu'il vient du Vietnam, et aussi en Chine. Extrêmement respecté. Oh, nice. OK, tu vois, cette partie-là, je savais pas. Tu vois, ça. je pensais pas que c'était deep comme ça, qu'on m'a dit que tu faisais de l'art martiaux, mais là, je vois que c'est vraiment Non, quelque mais chose tu vois, comme moi. Ouais, c'est vraiment sérieux, C'est là. juste que j'adore les arts martiaux, là. J'adore le kung fu. Mais moi, quand j'ai commencé à pratiquer ça, c'est à cause des douleurs que je commençais à avoir dans le dos et la jambe. Et parce que, bon, à un moment donné, si tu pratiques pas réellement une activité physique, c'est pas bon pour le corps. Yeah. Ouais. Et puis tu sais, les nerfs sciatiques dans les jambes, souvent pour les gens qui ne savent pas, la plupart des hommes, dès qu'ils atteignent la quarantaine, la plupart d'entre nous, on va commencer à avoir un problème de nerfs sciatiques dans une des deux jambes. La majorité d'entre nous. Okay. Ça fait que je conseille fortement, c'est pas obligé d'être des arts martiaux, mais pratiquer un sport, extrêmement important, surtout pour les nerfs sciatiques sur les jambes. Puis moi, c'est à cause de ça que j'ai commencé à pratiquer des arts martiaux, mais j'ai fini par découvrir que les arts martiaux, c'est pas seulement pour le conditionnement physique, c'est bon sur le plan mental. Exactement. Mais pourquoi le Wing Chun? Surtout à Montréal, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Majoritairement, les arts martiaux ici, surtout à Montréal, ça va être 90% des écoles, c'est du Kyokushinkai. C'est du karaté, Kyokushin. Oui, karaté, judoka, oui. Judoka, tu comprends? Oui, fait que pourquoi Kung Fu et pourquoi Wing Chun? Mais c'est vraiment par hasard que j'ai trouvé cette école-là sur Internet. C'est en 2004. Ouais, c'est en 2004. Je cherchais une école d'art martial. J'aurais pu rentrer dans une école de judo parce que c'est vrai, la majorité des écoles, c'est surtout du karaté et du judo. Puis je tapais arts martiaux. Puis, étant donné que je suis quelqu'un qui aimait beaucoup les films de karaté. Bruce Lee, Ouais, exact. OK. c'est Enter the Dragon, tu sais, ce Operation Dragon, c'est les anciens films de Kung Fu des années 60. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ils sautent super les haut, meilleurs. Oh, Enter the 36th Chamber. Yeah. Oui, c'est sûr, quand les gens entendent ça, les gens pensent à Wu-Tang Clan, mais avant tout, c'est un film, c'est un classique incroyable. C'est les meilleurs films. Moi, je suis en les Haïti. meilleurs Fait que films. moi, pour moi, ces affaires-là, c'était culte. Oui, c'est un film culte à pas rater. Fait que, étant donné que j'étais déjà un fan de ces affaires-là, quand j'ai vu ça sur Internet, j'étais étonné. Une école comme ça? Puis c'est une école orthodoxe. Donc, c'est vraiment le Wing Chun, vraiment qu'on apprend dans les grands temples en Chine, là. Et au Vietnam. Donc, parce que moi, qu'est-ce que je recherchais, je vous avoue, peu importe c'était quoi l'art martial, je voulais apprendre d'un asiatique. L'authenticité. L'authentique. Tu sais, je veux. Fait que moi, c'est ça que je cherchais. Fait que moi, la première chose que je regardais, est-ce que c'est un asiatique, le grand maître de cette école-là? J'ai rien contre les écoles où, bon, c'est un blanc ou même un négro. C'est correct. Mais moi, par exemple, tu sais, quand tu vas dans un restaurant africain, tu veux que le cuisinier soit africain, là. Un Congolais. Si je mange la bouffe congolaise, je veux que ce soit une cuisinière, une maman congolaise qui fasse à manger. Je veux de la bouffe authentique. Fait que moi, si j'apprends les arts martiaux, ben, je veux que ce soit un Asiatique qui me l'apprenne, là. Nice. Sans rien enlever. Parce qu'il y a des bons entraîneurs blancs, négros, en ville. Hein, Non, je comprends ce que tu dis parce que j'ai déjà fait du taekwondo à l'école de Chun-Li sur Saint-Laurent aussi, là, à côté de Castelnau. Mais lui, là, à un moment donné, il était rendu il était comme dans le temps, là, ça fait vraiment longtemps. Il entraînait du monde, là. Il entraînait vraiment du monde pour qu'il prenne sa place, là. Il était plus sur ça, là, comme il était fini grand monde.
Puis je pense qu'il est mort là maintenant. Là. Mais pour dire que son école est encore là. So, tu sais, les gars qui l'ont entraîné ont style pris la relève. Là. Ouais, mais c'est ça le but de tout grand maître, normalement, qui part des écoles. Qui n'étaient pas, C'est- qui n'étaient pas asiatiques. Ah, il n'était pas asiatique. Non, ils n'étaient pas asiatiques, Ouais. c'est ça que je le précisais. Mais ça veut pas dire que l'école n'est pas bonne. Ouais, C'est exact. juste que Exact. moi, je sais que c'est ça que je cherchais à l'époque. J'aime l'authenticité. Fait que c'est cette mentalité-là que j'ai. J'aime aller à la source. Ouais. Non, ça, je suis Et- d'accord. Et depuis je vais toujours me rappeler, le premier jour que je suis rentré là, tu sais, c'était extrêmement intense. Dès ton premier jour d'entraînement, là, ils y vont pas à quatre chemins. Là. C'est pas à cause que tu es rookie qu'on va y aller mollo avec toi. Là. C'est boum. Puis après, si tu abandonnes après la première séance, ben, c'est ton choix. Très intéressant. Je suis très content que c'est la vérité que la personne m'a donnée. Good job, good job. OK. Maintenant, j'aimerais savoir, t'es né ici au Québec? Oui, born and raised à Saint-Michel. OK. Next image. Alright. C'est Léonard. Ben, l'hôpital Santa-Cabrini, pour être plus exact, mais pour moi, c'est Léonard. Parce que de toute manière, ma famille, c'est à Saint-Michel que j'ai grandi. T'as grandi. Ouais, vraiment, presque toute ma vie, jusqu'à mon âge adulte, jusqu'à l'âge de 23 ans, 24 ans avant que je quitte Saint-Michel. OK, c'était vieux quand même. OK. Dans le fond, ouais, dans ton story, les premiers trucs que tu as créés, tu étais encore à Saint-Michel. Ouais, exactement. OK. Et en grandissant à Saint-Michel, tu dirais ta première passion, parce que tu es un homme à tout faire. On est aujourd'hui, ton CV, il est rempli. Yeah. Mais ta première passion, tu dirais, c'était quoi dans tout ce que tu fais là aujourd'hui, quand tu étais plus jeune? Ma première passion, ben, en réalité, c'est ce que je fais aujourd'hui. Oh ouais? Oui. Mais Oui. les Ben, gens plus- vont voir Natif comme ils vont voir la chaîne de télévision, tu comprends? Oui, Mais est-ce que c'était vraiment ça? très jeune, j'étais très impliqué depuis mon adolescence dans le quartier, Mhm. dans toutes sortes d'activités. Mais mon premier vrai projet sérieux, quand j'avais 17 ans, c'est que j'ai fait mon premier court-métrage. J'ai réalisé mon premier court-métrage en 1995 Oh, dans le ok. quartier. OK. Donc, j'avais réussi à trouver la cassette VHS il y a 2-3 ans de ça. J'ai réussi à numériser. Oh, nice. Et puis, je l'ai même mis sur YouTube. Je vous le partagerai. Ça s'appelle Là où naît la violence. OK, ouais, je vais Oh, chercher. shit. Oh, ouais, je vais nice. voir ça. Si, Ben oui, si c'est vous sûr. tapez sur YouTube Là où naît la violence Saint-Michel, vous allez trouver un petit film, un petit court-métrage amateur d'un petit jeune de Saint-Michel de 17 ans à réaliser. Puis dites-vous, hein, c'était tout simplement une petite fiction que j'avais scénarisée. Puis j'ai pris tous les gars du quartier. C'était même Puis pas j'ai un embarqué projet là-dedans. pour l'école. rien? Non, j'avais demandé l'aide d'une maison de jeunes. Je sais même pas si ça existe encore, là, aujourd'hui. Mais c'est une maison de jeunes qui s'appelait Jeunesse 2000 à l'époque. Et puis, ils m'ont aidé à aller chercher une subvention d'à peu près 6-7 000 $. Oh, Puis, ouais! on a alloué du stock. Et puis, j'ai écrit un scénario qui parlait de qu'est-ce qui se passe dans le quartier. Parce que, bon, les gangs, c'était très chaud à l'époque. Yeah. On est à l'époque de Crown Down Posse, CDP, BBS, Oh, Snake oh, Bad Boy, oh, les oh. gars de Beau, tous ces gars-là. Leur apogée, là. Ouais, tu sais, on est en 80, tu sais, avant, tu sais, Master B et les gars de Bélanger, on est à fin 80, début des années 90. Yeah, fait qu'on est Puis- post-skin era, Puis, genre. non, Skin Era, ben, au fond, c'est ces gars-là qui ont mis fin au C'est ça, on est au skinhead. post-skin era. Après que les gars, ils ont fini de mater les skinheads, ben, ils ont commencé à se battre entre eux. Yeah. Et au début des années 90, les gars se sont séparés parce que c'était une seule clique. Ils se sont séparés Montréal-Nord et Saint-Michel. Et puis c'est ça qui a créé les gars de Beau à Montréal-Nord, puis CDP et les autres gars à Saint-Michel, puis Neuf. Puis c'est ça qui est devenu rouge-bleu. OK. Et puis tu pouvais pas. Et là, il n'y avait plus de possibilité pour les gars de Saint-Michel De traverser. de traverser à Montréal-Nord ou vice-versa. C'était très, très sérieux, les couleurs. Fait que ce court-métrage-là tombait à pic, le sujet que tu traitais. C'était en plein là-dedans. C'était en plein là-dedans. Tu Exactement. dirais, c'est quoi qui t'a empêché de tomber dans tout ça, toi, à Bonne Saint-Michel? question, ça. Ben moi, c'est plus mon histoire personnelle. Ce que des gens ne savent pas, je suis orphelin depuis l'âge de 6 ans. Oh. Fait que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, moi et mes frères. Fait que ce qui se passait, c'est que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère du côté maternel, fait que même ma grand-mère du côté paternel, avec toute la famille du côté paternel, ils sont tous aux États-Unis. Mon père est le seul dans sa famille, dans les années 70, qui est venu
à Montréal. Tous ses oncles, ses frères, ses sœurs sont tous allés à New York et à Miami. Fait que maintenant, ce qui s'est passé, c'est que après la mort de mes parents, fait qu'à chaque été, quand l'école était finie, depuis jeune, ben, ma grand-mère ici à Montréal, elle voulait pas que je traîne dans le quartier. Fait qu'elle m'envoyait à Brooklyn. Comme si c'était mieux. Ok. Dis-le bien. Yo, Pimpo. Yo, Pimpo, là. C'est ça qu'ils n'ont pas calculé. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que tu l'envoies? Est-ce que c'était genre? mieux? Parce que, tu sais, New York, dans le début des années 90, Yeah, c'est yeah. pas C'était le New York. Ben oui. C'est pas Yeah. New York gentrifié, c'est pas Brooklyn gentrifié d'aujourd'hui. Là. Yeah, facts. Puis Fait- déjà, t'es haïtien, c'est dans le era qu'il faut pas que tu dises trop fort que t'es non, haïtien. Exact. faut pas qu'on sache que j'étais ici en Yeah. 1990. Donc, fait que, oui, Brooklyn en 1990, c'est assez spécial comme quartier. Fait que, non, à chaque été, je passais 2-3 mois à Brooklyn. Ça a été comme ça pendant aussi presque toute mon adolescence. Fait que chaque fois que je revenais à Saint-Michel, à la fin de l'été, ben, mon cerveau devait se réadapter. Ok. Vous savez, New York, Montréal, Ah, ben. Yeah, pas la même it's chose, quite hein. different. Night and day. Surtout Brooklyn, Non, ça va yo. tellement vite, ouais. Tu parles de Brooklyn. Yo, ça c'est dort fou. jamais, là. Non, Jamais. Puis la nuit, les nuits de Brooklyn, c'est les nuits de Brooklyn. hein. Yo, t'entends tout. Ben, non. T'es couché, t'entends tout dehors. Ouais, mais non, Yo. mais nous on était en 98. Lui, il est en 90 à Brooklyn. C'est pas le même time, là. Ouais. Lui, c'est piou. Moi, c'est là que j'ai connu le C'est rap. ça. Moi, mon cousin, je t'ai dit, il a vécu dans ce temps-là, puis je te dis, à cause de ce temps-là, yo, il est devenu schizophrène, là. Yo, tellement il était dans la brume, là, mon cousin, yo, c'est dit, là. La beauté quand même de Brooklyn et du Bronx, parce que j'ai de la famille aussi dans le Bronx, fait que c'est là que tu sais, la culture hip-hop a réellement pris toute son ampleur. Tu sais. Et puis moi, avant de me faire pimper à New York, je connaissais pas le rap. Moi, j'ai grandi sur le compas que ma grand-mère écoutait. Yeah, exactement, là. Puis Skacha. Skacha number one. Skacha number one. Schleu. Et Tabou Combo. Et puis la musique pop, Michael Jackson, Lionel Richie. Lionel Richie. Bien les chansonnettes françaises, les là. chansonnettes françaises, Dalida. Gilbert Bécaud, et puis Joe Dassin, ces affaires-là. Mireille Mathieu, Fait que mon moi, gars. Quand j'arrive à Brooklyn, mais qu'est-ce que j'entends? J'entends LL Cool J, j'entends Run DMC, j'entends Eric B. and Rakim. Fait que pour moi, c'est quoi cette musique-là? Fait que ça a bouleversé ma vie. Vraiment, et le hip-hop, en réalité, ça m'a transformé cette musique-là. C'est pour ça que je pensais que c'était ta première passion, moi. C'est ma première passion en termes de fan de la musique. OK. C'est à ce niveau-là. J'aimais beaucoup. Je suis quelqu'un qui est tombé en amour avec la culture. Parce qu'à Brooklyn, au début des années 90, c'est pas juste le rapper. C'est des b-boys, c'est les gars Les graphes. c'est les graphes. Breakdance. Puis c'est les block parties. Yeah. Tu sais, tu vas pas clubber. Les parties se font dans la rue ou dans les sous-sols. C'est là que ça se passe. Ça se passe dans le quartier, ça se passe dans le hood. Aujourd'hui, Yeah. là. C'est là que ça se passe. Puis moi, c'est cette vision-là que j'ai eue de la culture hip-hop qui fait que pour moi, Saint-Michel, je voulais voir ça. Fait que moi, puis j'étais pas le seul qui passait des étés aussi au complet à Brooklyn. C'était souvent la mode que la plupart d'entre nous qui avaient de la famille à New Yeah. York, Yeah. ben, on faisait des va-et-vient tout le temps. Même de notre génération, c'est la Yeah, même chose, yeah, là. même Oui, Comme oui, Rabo. de génération en génération, on a tous passé par là. Ouais. Fait qu'on a commencé à faire ça à Saint-Michel. Organiser des block parties à Saint-Michel. Oh, ouais. Ah ben oui. Et d'ailleurs, les premiers artistes vraiment qui ont commencé à prendre le rap au sérieux, c'était justement Paul Odigé qui était un rappeur vraiment qui a été précurseur du rap à Saint-Michel, qu'on appelait 67 à l'époque. Que je vous avoue que lui, avec tout le mouvement, avec Mode Zion, parce qu'on est tous arrivés en même temps, on a tous commencé en même temps, Mode Zion, Rain Man. Fait toi, t'es pas avant Mosaïen? Ah, on a commencé en même temps à peu près. Oh, ouais. OK, moi, je crois que t'étais vraiment avant. Mais non, parce que Crazy Combination, c'est avant Mosaïen, On ça. a sorti le premier album avant. On était le premier groupe à avoir sorti un album. Mais vous êtes le même era. On est le même era, mais on est le premier groupe à avoir sorti un album en 1997. Ok, toi, j'ai été mal informé parce que je pensais que tu étais le manager
Je faisais les deux. Ah, Yeah, ok, c'est ça, ok, je faisais ok, les deux. ok. Ouais, je faisais les deux. Je faisais partie du groupe et c'est moi qui m'occupais du management. Donc, la musique, c'était une passion avant tout. Mais ma première passion, ben, c'était l'écriture. C'était écrire des scénarios, écrire des histoires et puis sortir ma caméra et puis aller filmer des histoires dans le quartier. C'était ça ma première passion. Donc, c'est là-dedans que tu as étudié aussi, que tu as gradué aussi, selon Ouais. ce que j'ai compris. Oui, exactement. C'est là-dedans que j'ai étudié. Je suis rentré à Momo. Mhm. Et à Avec Montmorency. Oui, Momo à Montmorency. C'est là que j'ai Avec connu Nomade. plein. Let's go. C'est là que j'ai connu dans le carnage, que j'ai connu Marco Yeah. Volsi, Hey, que j'ai Marco, shout out. Ouais, Oh, Marco, ouais. C'est là c'est qu'on dit on n'est pas, même on n'est era. pas si jeune, parce que c'est tout du monde, à part Don Carnage qui est vraiment Ouais, un il peu est plus vieux. plus vieux. Mais Marco Volsi, ça, c'est. la c'est- famille, ah oui, ça, c'est la famille, là. Volsi. C'est des grands frères. tu Ah vois. ouais, ouais. OK. Ouais, c'est là que je les ai toutes connues à cette même époque-là. On participait dans les mêmes cégeps en spectacle. C'est une espèce Oui, de oui, spectacle. oui, on a connu aussi. Vous avez connu ça aussi à l'époque. Puis c'est là qu'on a sorti l'album. Un premier album qu'on a fait avec DJ Org. Mhm. Et j'étais étonné parce que c'était du rap créole avec du rap anglophone, avec du rap francophone. Donc, j'étais étonné de recevoir des appels de l'extérieur de Montréal pour booker des shows avec les gars. C'était assez Oh, bizarre ouais. d'aller faire des shows à Sherbrooke, à Québec, à Saint-Hyacinthe. Puis il y avait juste des blancs dans les salles. Puis j'étais comme, hein? OK, mais ils aimaient le vibe. Ils ne comprenaient pas nécessairement tout ce qu'on disait, mais ils aimaient le vibe. Ben, c'est du comme groupe. nous avec, comment on appelle ça maintenant, là, l'afrobeat. Oui, On comprend pas une merde, là, pour de vrai. C'est ça, Là. on comprend pas, mais Mais c'est un le vibe, là. vibe, c'est la exactement. musique. Exactement. Puis personne, 3 quarts du monde ne comprend pas de dancehall. Ah, ça c'est vrai. Mais l'affaire que je voulais comprendre, dans ce temps-là, tu sais, moi, je suis pas un musicien, là. Fait que j'ai juste déjà été spectateur du monde qui enregistre des albums ou whatever. Mais dans ce temps-là, c'est quoi la réalité pour vous d'enregistrer un album? Parce que, dans le fond, c'était quoi? 10, 12 beats dans le temps, sur cassette, versus aujourd'hui. J'ai entendu parler de un beat que, oui, il fallait faire one take back then parce que c'était whatever, mais un Ouais, album complet, c'était quoi la Quand tu réalité? rentres en studio et que tu as des petits moyens, parce que il n'y a pas d'ordinateur, OK? Parce que c'est peut-être pour certaines personnes qui écoutent en ce moment, Ouais, c'est ben oui, bizarre, exact. ce que je dis là. Tu es dans un studio, tout est analogue. Donc, tout est enregistré sur des bobines. Yeah. Yeah. Et que si tu rates un take, on recommence la bobine. C'est Wow! Au complet, là. dans Au le fond. complet. Le grind est différent. Ah oui, 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 oui. Puis, donc, avant de rentrer en studio, tu dois t'assurer de connaître ton affaire. Et c'est pas comme, ah, c'est pas grave si tu as raté cette partie-là, on va couper. Il n'y a pas toute cette technologie-là encore, là. Fait qu'il faut que tu fasses des one take. Donc, souvent, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Tu commences à enregistrer les refrains. Puis, quand tu fais les refrains, après ça, tu fais les versets. Puis, après les versets, tu fais des backs. Puis, mais c'est one shot. Question. Est-ce que tu dirais que à cause de comment vous deviez enregistrer back then, il y avait moins d'artistes qui risquaient d'oublier leur texte en show? Ah, tu étais obligé de connaître ton texte en show. Puis de toute manière, everything was about the verse. Yeah, c'est Et vrai. il fallait que tu sois capable de freestyle. De toute manière, si tu ne savais pas freestyle, on n'allait pas te prendre au sérieux. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, je sais que le rap game d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec le rap des années 90. là. Non, dans les Du freestyles, tout. maintenant, c'est les gars prennent des affaires qu'ils ont déjà écrites. Exactement. Tu sais, mettons, un rap battle dans les années 90, c'est la pure improvisation. Tu sais, le terme freestyle, Yeah. c'est de l'improvisation. C'est pure improvisation. Donc, tu sais, la vieille école, ce qu'on appelle old school, bien, c'est ça. C'est sûr, maintenant, aujourd'hui, un battle, c'est à tout préparer d'avance. Puis c'est celui qui a eu la meilleure préparation qui va probablement gagner. Là, non, pas à cette époque-là. Là, ça se passe là. Et un battle, c'est n'importe où. Hein. À un moment donné, tu peux marcher dans le quartier, puis un gars te croise, il dit « Yo, je sais que t'es fort, on battle là. » Puis là, soudainement, tu as un cercle qui se fait autour de toi, et puis le battle se fait. Un gars sort de nulle part, fait le beatbox, et le battle se fait là, dans la rue. Comme La, dans- la jeunesse Ah, connaît ouais. pas ces affaires-là. C'est drôle parce que Baxter expliquait un peu. On a eu Baxter il y a quelques Ah, semaines. Baxter Dexter. Ouais, Yeah. puis il disait c'était la même affaire là, quand il fallait qu'il trouve un studio, prendre les pages jaunes, après yo, prendre l'autobus, Ouais, c'est aller là, puis yo, comme c'est qu'il faut trouver le plus haut douceur, il faut que tu fasses le beat. So. Tout coûte cher. Mm.
payer le producer, payer le studio, après ça, tout envoyer au mix, envoyer au mastering, faire un vidéoclip. Pourquoi Yeah. vous pensez que les premiers vidéoclips des gars, c'est moi qui les a réalisés, qui les a produits? Qui n'avait pas le choix, parce que payer un réalisateur, payer les équipes, Ouais, ben, non, ça devient ça devient coûtait trop cher. La cher. facture monte trop vite. Yo, Tikazo nous avait expliqué combien environ ça avait coûté sur le corner. Ah, sur le corner. Juste sur le corner, là, moi j'allais à Saint-Ex, fait que je sais que c'est où. Bro, ça allait demander une subvention 20, Oui. 30 quelques mille Oui, piastres. c'était 25 000, 30 000 $, c'était le coût minimum. En 99? Oui, en 99. Ça, c'est équivalent à peut-être quoi? Aujourd'hui, Un à peu 4, près... 40 000. 40 000, facile. Mais maintenant, Ah. yo, je peux prendre ces caméras-là puis tourner un clip là, pour toi. Là. That's Je le monte bien, la caméra, de bonne lentille, puis we good. Là. Dites-vous que quand le digital est arrivé, puis que tout, premièrement, en studio, plus de bobines. Après ça, les vidéoclips, tu n'as plus besoin de bobines. Parce que dites-vous que les bobines, non seulement tu avais les bobines que tu n'avais plus besoin en studio, mais tu as aussi les pellicules pour faire les vidéoclips. Il fallait des pellicules 16 mm ou 35 mm qu'il fallait développer après pour pouvoir faire le montage après. C'était fini tout ça. Fait que maintenant, directement sur des caméras digitales. Puis tout ça, ça a été une révolution qui fait que maintenant, les gars dans le street pouvaient facilement produire sans casser tête. Ça a-tu coïncidé avec la technologie du CD? Quand le CD est sorti en même temps pour le consumer, genre? Pas vraiment, parce que le CD, c'était le hustle de tout le monde depuis le milieu des années 90. Le premier album de KZ Combination et Combine Lacaille, on les vendait nous-mêmes dans le street, avant qu'on ait eu notre premier deal de distributeur. Comment vous avez dealé ça, justement, en tant qu'un groupe ça, c'était une en merde, créole c'est sûr. au Québec? Ben, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la relation entre le Québec et Haïti, c'est beaucoup plus tight que les gens pensent. Même back then? Surtout back then, je dirais. Ouais, back then. Yeah. Premièrement, Ok. la révolution tranquille au Québec des années 60, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le Québec qui veut vraiment s'émanciper et donc s'éduquer Surtout au niveau du français. du français et donc prendre le contrôle de son éducation pour créer sa future élite. Mais il faut de l'éducation. Tu ne peux pas créer une élite, une vraie économie, s'il n'y a pas de knowledge. En effet. Fait qu'ils ont créé les réseaux d'universités et de cégep. Mais il faut des professeurs. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé quand ils ont créé les réseaux d'universités puis les hôpitaux? Ben, en Haïti, il y avait plein Paquet. Ouais, on a le de système gens français. diplômés Yeah. qui étaient prêts, qui étaient francophones, qui avaient tout le knowledge pour pouvoir justement cette main-d'œuvre-là, qui est une main-d'œuvre pas chère, extrêmement éduquée, pour apporter justement l'éducation dans ces nouveaux cégeps-là, ces nouvelles universités-là au Québec, dans les années 60, qui sont la génération de nos parents et nos grands-parents. Tu sais, C'est la première vague c'est la d'immigration. première Yeah. vague d'immigration haïtienne. C'est des intellectuels qui sont venus ici En éduquer effet. le peuple. Exact. Puis en même temps aussi, beaucoup de ceux-là voulaient fuir du Valier en même temps aussi. C'est à dans ce l'époque temps-là. du valierisme. Mais Exactement. au fond, ça arrange. Le problème de dictature en Haïti, ben, ça a arrangé le Québec. Parce Oui. que ça a permis de De se fournir sauver. Parce que c'est soit tu te sauvais en Afrique, en Afrique ou au tu Québec. recevais ce bill-là du Québec qui allait. C'est même pas te sauver, qui venait te chercher, en fait. Ouais. T'offrais Oui. déjà une terre, une maison, tout, là. Et ils venaient chercher venaient des chercher. enseignants haïtiens et Ouais, des je me médecins rappelle. haïtiens. Les médecins haïtiens, ouais, je me rappelle de ça. Tu sais, pendant les années 60, pendant cette époque-là. Même la faculté, je pense, de français de l'Université de Montréal, je pense que si je me trompe pas, là, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'elle avait été créée par un Haïtien. Il y a beaucoup de fondations importantes dans l'économie du savoir ici au Québec, qui s'est bâtie dans les années 60-70, dont la communauté haïtienne a contribué de manière majeure. Mais ça, c'est des choses qu'on oublie ou qu'on essaye Effacer. De mettre de de côté. mettre là, de ouais, côté, ouais, d'effacer. ouais, Mais tout ça, c'était le lien pour dire la relation étroite. entre le Québec et Haïti, elle est beaucoup plus fusionnelle que les gens Fait que c'était pensent. plus facile de vous d'avoir un deal
Ben, c'est surtout que les Blancs, depuis... les Blancs, ils avaient déjà cette affinité-là avec le créole. Ils l'avaient déjà. Ils voyageaient beaucoup. Dans le temps, c'était le premier club med, c'était en Mais Haïti. il faut comprendre. Yeah. Premier club med là, en Haïti. Puis la Perle com- des Antilles. La perle des Antilles. La perle yeah. des Antilles. Yeah. Ben oui. C'était pas Cuba, c'était pas Mexique, c'était Haïti. Là. Et la langue créole est une langue beaucoup plus proche du joual qu'on le pense. C'était fret. Ouais. C'est le fret. Ouais. Mais au début, c'était un patois. Le créole, au début, était un patois en tant que tel, patois, effectivement. dérivé du créole, dérivé du français, anglais, espagnol, puis même d'autres langues. Taïnos, disons. Oui. Mais majoritairement française. Puis, et je crois que comme la langue créole est une langue quand même qui n'est pas si loin du français, comme tu disais, à cause du patois, Ouais. bon, il y a un mélange, il y a de l'espagnol, il y a de tout. Mais le basic est quand même français. C'est genre. très français. Bon, c'est une colonie. Bon, déjà, le Québec était une colonie française, comme la Nouvelle-France. L'Haïti était une colonie française. Fait qu'il y a beaucoup de points communs. Ce sont les deux nations francophones De l'Amérique d'Amérique. du Nord. Ouais. en Amérique du Nord. Fait qu'il y a beaucoup de points communs et ils le sentent. Ils le sentaient dans les chansons. Fait que, puis c'est surtout ça qui fait que le distributeur a vu aussi à travers les ventes, parce que nous, on distribuait nous-mêmes les CD dans les magasins, puis ça se vendait comme du petit pain chaud, les albums. Ah, Et le distributeur qui était Fusion 3, qui était un des distributeurs indépendants, voyait nos ventes. Mhm. Donc, il considérait que ça valait la peine d'embarquer. Puis c'est comme ça qu'on a eu le premier deal de distribution at large au Québec. Dans ce temps-là, C'est fou, ça. yo, c'est pour ça que je trouve ça fou, parce que on est en 2024, puis yo, c'est racisme systémique à droite, racisme systémique à gauche. Yo. Tu vois, déjà, je veux en venir. Ouais, je vois ça. Dans ce temps-là, vous qui êtes entrepreneur, des jeunes entrepreneurs noirs, haïtiens, issus de quartiers déjà stigmatisés, Mhm. comment vous faites face? Est-ce que ce principe-là de racisme systémique, vous le sentez déjà? Nous, notre problème, c'était pas vraiment avec les Blancs racistes. C'est pas avec... Nous, notre problème, c'était avec la police. OK. Damn! Fait qu'au niveau C'est ça de notre business, là... Le problème qu'on avait à Saint-Michel, c'était avec la police. La police, C'était ok. avec le poste 44, pour être Quel plus précis. Depuis ce temps-là, Yo, c'est fou. Wow. le même poste. Ben là, je sais qu'il a été fermé, puis il est devenu un poste de quartier. Non. Il a été fermé récemment. Allez, ah ouais? Moi, dans ma jeunesse, le poste 44, redoutable. En tout cas, c'était Non, mais ça se peut qu'il avait déjà fermé avant, puis ils l'ont réouvert. Ah, ils ont dû le Ah, rouvrir. ouais. Ouais, parce que Je pense peut-être pour mon frère, c'est Eclipse, dans ce là-là, quand ils ont ressorti. ils ont sorti Eclipse, Oui, 44 était les back. squads mon gars. anti-gang. Yeah. Mais c'était une problématique, OK? C'était un mal de tête, ce poste de police-là. C'était un gros mal de tête dans le quartier, parce que, est-ce qu'il y avait des problèmes dans le quartier en général? Oui, on peut pas le dénier. Tu sais, tout le monde se connaissait dans le hood. Tu sais, mais les policiers mettaient tout le monde dans le même panier. Dans le même Oh. panier. Donc, ça accentue le problème à Fait un que- certain moment. Ils ostracisaient tout le monde. Hmm. Tu sais, puis- J'allais dire sans discrimination, mais au contraire, ils discriminaient, mais dans le fond, sans faire la part des choses de qui est qui, dans le fond. Exactement. Tu sais, Ok. donc, Comme, tu sais, des fois ici, là, bon, ils savent qui sont les rappeurs, puis ils viennent shut down leur show. Est-ce qu'ils faisaient ça dans votre temps aussi? on n'était pas rendu, la scène hip-hop n'était pas Ah, rendue on là n'était encore. pas assez. Ok, Non, ok, ok, c'était ok, pas ok. rendu. Dites-vous, au milieu des années 90, les shows hip-hop à Montréal, ça se passait plus vraiment dans les sous-sols d'église. OK. OK. Yo, don't disrespect. Yo, Don't disrespect. Vous connaissez pas le sous-sol de l'église des rap? Yo, le sous-sol Pas l'église. ces affaires-là, mon cher. Don't disrespect. Yo, c'était à 100. Yo. C'était à 100, là. D'ailleurs, shout out Chief Key pour de vrai. man. Oh. Les flash dance, sous-sol l'église. Ah, ouais. Yo. En tout cas, oui. Tu sais, donc les block parties, ou ce qu'on appelle les blocos. Yeah. Donc, Ah, c'est vous qui avez parti ce terme-là, les blocos, dans le fond. ouais, c'était devenu un terme commun Ok, ok. à RDP, à Montréal. Mais je savais pas d'où ça Saint-Michel. sortait. Ah ben ouais, ça C'est- sortait ok. de notre génération, les blocos. OK. OK. Et Fait- mais c'est sûr que ce qui s'est passé, c'est que
quand le hip-hop a commencé à prendre de l'ampleur, et puis qu'il a commencé à avoir des shows dans des salles de spectacle au centre-ville, ben, les bifs de quartier, ben, ça s'est déplacé au Déplacé au ça s'est centre-ville. déplacé parallèlement vers le centre-ville aussi. Pourquoi? Parce que maintenant, les guerres étaient devenues plus juste des guerres de quartier, c'était devenu des guerres de territoire parce que les gars ont commencé à rentrer dans les vrais business. Ouais, parce que là, c'était plus des ados qui défendent des couleurs. Là. Maintenant, tu commençais à avoir des gars... L'argent commençait à être involved pour de vrai. Puis maintenant, ben, tu as des gars qui commencent à vouloir contrôler des secteurs du centre-ville avec tout ce qui va avec. Puis là, maintenant, vas-y, Gardilac, vas-y. Non, mais continue parce que moi, je change. Ok, Prendre une autre ligne. Est-ce que j'allais dire, avec ce déplacement-là, est-ce que là, tu as commencé au niveau business à voir que des portes commençaient à être plus fermées? Lorsque tu allais proposer soit un show ou tu allais essayer de dealer avec quelqu'un d'autre pour un album, est-ce que tu commençais à sentir qu'il y avait une stigmatisation qui commençait à rentrer sur le hip-hop? Si tu n'avais pas les bons contacts, tu ne pouvais pas avoir de salle. Back then, Ça, hein? c'est sûr. Non, ça, c'est Ben, cash. tu sais, déjà, à cette époque-là, quand le hip-hop a commencé vraiment à être joué dans les clubs, un peu partout, fin 90, début des années 2000, ben, déjà, on limitait le nombre de Noirs qui avaient le droit de rentrer dans un club. Facts. Et comment tu étais habillé aussi, là? Puis, ah oui, comment t'es habillé? Si t'es habillé trop baggy, pourquoi t'as des Adidas dans tes pieds? Moi, j'allais clubber comme toi, là, à passer au début. Hein. Ouais, fallait J'étais avoir des habillé beaux comme souliers ça, là. serrés, Yeah, sinon l'église tu rentres pas dans style, le là. Début 2000, je me rappelle, mon Je gars. me rappelle très Oh, yo, bien. j'étais habillé en l'église, j'allais au classique. Habillé en l'église, souliers pointus, mon gars, Moi, je m'en- chemise. Puis yo, je suis dans mon frédu là, dans le line-up, là, parce que je vais pas mettre le 2 gouttes côte check, là. Dis-toi, c'est une des raisons que quand on a commencé à faire, parce que nous, on a commencé à faire des jams aussi, dans les années 2000, il y avait mon boy Amin, shout-out à Amin, que quand on voulait avoir une salle, c'est lui qu'on envoyait, là. Il voyait, là. Tu sais, mais c'est un Marocain. Il était moins mélanidé. Exactement, tu comprends? Fait que lui, on l'envoyait, il dit, yo, va deal pour la salle. Puis c'est grâce à lui qu'on a eu plein de salles, là. Vous avez compris la game? Ben oui, Ben ben ouais. oui. Hein. C'est oui. wack, Moi, je me mais- On rappelle s'est dans- fait freiner plein de fois, Yeah, là. je me rappelle dans le temps du arcade, là, j'attendais que les gars de Dope Squad rentrent comme si, puis ils disaient rien aux gars, puis je me faufilais avec eux. Puis là, je rentrais, et à un moment donné, on m'a freiné, là. Kiou! C'est pour ça que le era du Bomb Rush, Le Kiou! je me suis dit, qu'est-ce c'est chiant pour les clubs, mais je l'ai pas regretté parce que les clubs étaient chiants avec nous. Ah, les Raddy Bomb Rush. Oh, les gars étaient chiants. Pour de vrai. Même La maintenant, jeunesse c'est ça. connaît pas ces affaires-là. Qui connaît pas? La jeunesse. Ah, la jeunesse connaît non, pas. non, la jeunesse connaît pas. Ils connaissent pas Vaut ces mieux qu'ils affaires-là. connaissent pas parce qu'en même temps, yo, la jeunesse aujourd'hui, alors, nous, on avait au pire un canif. On calculait les bouteilles en c'est dedans one- pour casser. c'est- Eux, dans leur ceinture, c'est Voilà pas pareil. nos armes. Yeah. Ces 2 points-là, mon gars. Tu sais, un 12 pompé, c'est pas n'importe qui pouvait, qui pouvait acheter un 12 Back pompé, then, là, là. t'avais un truc par clic. Et voilà. Normalement, c'est un 12. Dans une clique de 15 gars, t'as un gars qui pouvait avoir un 12. Puis tu le coupais parce que c'était par souci. Yo, il est plus petit. Tu peux mieux le cacher, mais bref. Garde C'est là, vrai, t'allais man, changer de c'est quoi le sujet. style de vie que t'avais, man? Oh, espèce de vagabond! Non, je te dis, moi, je connaissais beaucoup de grands frères. Juste savoir, comment t'as créé Clovis TV? Ah, Clovis TV. Bon, déjà, la business que j'avais partie au début des années 2000, quand j'ai produit aussi le deuxième album de Casey Combination. Yeah. Donc, mon record label s'appelait Clovis International. OK. Et puis, par après, bon, les années ont passé, j'ai quitté le monde de la musique pour commencer vraiment plus me concentrer sur le milieu corporatif. Donc, produire vraiment des vidéoclips, produire des publicités pour des compagnies sur Internet, parce que YouTube n'existe pas encore en 2003, 2004. Je sais, c'est bizarre, un monde sans YouTube où il y a eu un monde Internet ce sans- era, Il y a là. un temps. Il y a eu. Nous, on te comprend. Non, on comprend, on Il y a des comprend, gens là. qui sont comme non. Donc, fait que, dites-vous que quand une compagnie veut faire la promotion de ses trucs sur Internet, ben, il faut engager des gars comme moi qui ont une boîte de production pour produire ta pub pour mettre sur Internet. Ok. Et moi, ça, c'était la business dans laquelle j'étais rentré aussi. Puis ça rapportait bien.
C'est sûr qu'après, je voulais retourner dans le monde de l'entertainment, mais je trouvais que l'industrie était très, très fermée. C'était très dur de faire jouer tes vidéoclips sur Musique Plus, parce que Musique Plus, c'était encore le média si tu voulais que les artistes réussissent à avoir de la visibilité. Fait que Clovis TV, mon objectif, c'était d'arriver avec, qu'on pourrait dire, là, une alternative à Musique Plus. OK. Donc, créer une nouvelle chaîne musicale. Mais est-ce que ça, c'est la chaîne qui a jamais été en ondes, finalement? Ouais, malheureusement. Parce qu'au fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un premier combat. Yeah. Je suis allé au CRTC en 2008 pour aller chercher une première licence. J'ai reçu une première lettre d'avocat d'une compagnie qui s'appelait Astral Media à l'époque. Exactement. C'est eux qui étaient propriétaires de Musique Plus, plein d'autres chaînes de télévision. C'est une compagnie qui appartenait à une famille juive, la famille Greenberg. Et bon, je sais qu'ils ont tout vendu à Bell Media plus tard. Puis, finalement, on a réussi à gagner devant le CRTC contre eux. On a été approuvés. En 2009, on organise un gros lancement au Théâtre TELUS, ça s'appelait à l'époque. Yeah. Toute la communauté hip-hop était là, tout le monde était content. Au Métropolis, tu veux dire? C'était Métropolis théâtre- a changé. Oui, pour TELUS, mais il y avait une autre salle qui s'appelait Théâtre TELUS. Oh, OK. Ah, ouais. My À bad. la même époque que Métropolis s'appelait Métropolis. Donc, il y avait deux Il y salles. avait deux salles, Il y avait Théâtre TELUS et Métropolis. Métropolis. Oh, Ok, ok, sorry, ok, I didn't ok. know. OK. Et puis cette fois-ci, dans la semaine qui a suivi le lancement, je reçois un appel de Vidéotron parce que j'étais en train de finaliser l'entente avec Vidéotron pour la mise en onde et la distribution de la chaîne. Il m'appelle pour me dire, finalement, on met le projet sur la glace, on ne distribuera pas la chaîne, on s'en parle l'année prochaine. From nowhere. Comme ça. Comme ça. Et toute la ville parle du projet, là. Wow. Le projet a été shut down de cette manière-là. Oh, ouais. Ouais. Fait que moi, personnellement, j'ai des investisseurs d'impliqués, là, dans le projet, là. Beaucoup d'argent d'englouti là-dedans. Beaucoup d'argent d'investi. Des équipements ont commencé à être achetés. Fait que je me suis battu pendant au moins un an et demi, back and forth, avec la direction de Vidéotron pour réussir à faire revivre le projet jusqu'à 2010-2011. J'ai jamais pu. OK. Là, j'ai écouté d'autres podcasts que tu as fait, d'autres interviews que tu as fait, puis il y a une partie que je ne comprends pas encore. La partie, justement, par rapport à Clovis TV, que tu as demandé ta licence. Tu as ta licence. Maintenant, pourquoi tu dépends encore de Vidéotron ou de Bell? Pourquoi tu ne deviens pas au même statut qu'eux tout de suite? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Bon, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui comprend nécessairement comment fonctionne le système. J'essaie de bien vulgariser. Vas-y. Parce que je sais qu'il y a des jeunes, pour eux, le câble, ça veut rien dire. Oh, maintenant. Oublie ça. Ouais, c'est Oublie ça. Oublie ça. Retournons un peu en arrière. Yeah. Netflix n'existe pas encore. Non, du tout. Pas de Prime Video, il n'y a Si pas de t'es chanceux, Disney t'as le Channel. Vidéotron, là. Quand Ouais. t'as du cob, t'as le vidéo, oui. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas de Netflix. Vidéo, oui. Yeah. Tu peux Voilà, jouer tu dessus, tournes un là. peu loin en arrière, toi. Donc, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de Prime Video, il n'y a rien. Tout ça n'existe pas. Comment tu regardes la télé? Ben, il Belle faut le câble. Vidéotron. C'est Ouais, Belle ouais, Vidéotron. ouais. Donc, si tu lances une chaîne de télé, tu dois être distribué par un de ces câblos-distributeurs-là. Ouais. C'est sûr et certain. Tu n'as pas le choix. Au Québec. Au Québec, exactement. Une chaîne francophone en plus. OK, là, je te Et- suis. Et puis, mais, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que là, la technologie numérique, Mhm. elle fait en sorte, parce que Bell est arrivé avec la technologie IP, Mhm. donc l'Internet IP, par Internet Protocol, Exactement. qui est devenu, et c'est là que Bell a créé Fibe TV dans un tour Yeah. de 2008. Et là, ils ont pété Vidéotron. Vidéotron a commencé à perdre beaucoup d'abonnés dans les mains de Bell. Mhm. Les années ont passé, comme je vous ai dit, je n'ai pas réussi à faire revivre le projet Clovis TV, qui était la première tentative de lancer une chaîne de télé. Dans le fond, c'est aucun des deux distributeurs accepte de te diffuser. Ouais, ben, en réalité, je ne suis même pas allé voir Bell. OK. Pourquoi? Parce qu'oublie pas, en 2008, Vidéotron domine. C'est vrai.
Tu sais, la télévision IP, la technologie IP, Internet, ouais, n'est pas était pas encore là. ouais. En fait, ouais. pour les plus jeunes comprennent, avant la télévision tout court, c'est soit t'as pas le câble, fait que tu vas sur le canal 17, 35 Oui. et tout. Où tu as des oreilles de lapin, puis tu Exactement. essayes de... Ou t'as le bail Pogné. Vidéotron derrière la télé. Ou Vidéotron illégalement. Mais t'as juste Vidéotron qui T'as ju- fournit ouais. le câble. Exactement. Et le téléphone, c'est strictement Bell. Les deux étaient On est dans un marché Non, mais de 2008, c'est pas monopole. ça. de monopole. On est dans un Non, marché pas de 2008, monopole. Faut avant. comprendre où est-ce que la game, elle a Ouais. commencé à flip, genre. Ouais. La technologie Internet est venue changer la game complètement. Et c'est là que, justement, à partir de 2012, quand je vois que la télévision IP prend de l'ampleur, c'est là que je me dis, on dirait qu'il y a une autre alternative. Et là, finalement, je dis, tu sais quoi, let's go. Je retourne au CRTC, je recommence à zéro. Et je m'en vais chercher une nouvelle licence. Toujours avec Clovis TV. Non, je me nouvelle. suis... OK, là, t'as Le abandonné. projet est mort. OK. Le projet est totalement mort. Je me débarrasse de mes parts. Parce que de toute manière, moi, je voulais prendre une autre direction. OK. Et d'ailleurs, c'est à la même époque que je découvre qu'il y a un projet, il y a un certain Kevin Spacey Yeah. dans une grosse convention annuelle qui s'appelle C2 Montréal, qui parle d'une nouvelle révolution et que lui a décidé de rentrer sa tête dans un nouveau projet de série qui s'appelle House of Cards. On est en 2011. Oh, Et ouais, puis- c'est depuis 2011. 2011. Yeah, mais en fait, Ah c'est oui. Netflix. Et puis, il y a Rick. Kevin Spacey, c'est l'acteur. là. C'est l'acteur Comment Kevin sérieux? Spacey. Usual Suspect. Oui, je sais. c'est un Ben acteur ouais, américain. Il est boosté. mais- American Beauty, Ben oui. qui est un autre film, c'est un classique. Yeah, c'est Maintenant, une légende, là. maintenant, c'est une habille, là, mais bon. Et puis pour moi, c'est un de mes acteurs américains préférés. Fait que quand moi je le vois, je dis, attends, si lui, il décide de mettre sa réputation en jeu dans un projet Internet, il doit avoir quelque chose, c'est impossible. Fait que je m'informe sur c'est quoi cette nouvelle série-là dans laquelle lui a décidé de lancer sa boîte de production en partenariat avec Netflix. Pour moi, dans ma tête, en 2011, Netflix, ben, c'est des boîtes rouges Yeah. que quand tu finis de louer, tu Tu mets le ramènes DVD dans la dans boîte, là. une boîte quand tu as fini de louer l'affaire. Pour moi, c'est ça Netflix. Parce que c'est comme ça que Netflix a commencé. Yeah. Il y a des gens qui ne savent pas que Netflix existe depuis 1999. Putain, je le savais vraiment pas. Oui, Yeah, c'était un premier concurrent de Blockbuster. ils étaient les concurrents de Yeah. Blockbusters. Tu allais sur le site de Netflix, tu choisissais le film de ton choix que tu recevais par la poste. Yes, c'était comme Un DVD que tu sois par la Fuck. poste. Tu sais l'affaire de CD là, que ta maman d'ours ou tes parents avant, tu pouvais choisir l'affaire de CD puis tu recevais les Ça, c'était HMV qui faisait ça. Ouais, Avec tu les recevais thèmes. par la poste. Exactement. Netflix faisait la même affaire. pour Netflix les films. faisait la même affaire. C'est sûr, t'as chez vous des DVD que t'as pas retourné. Ouais. Puis après ça, bon, quand tu as fini de regarder le film, tu fais juste retourner à Netflix. Ça, c'était leur premier modèle d'affaires. Ok, Puis après ça, wow. ils ont transformé le modèle d'affaires en plateforme de streaming en partenariat avec Apple. Parce qu'ils ont lancé leur plateforme sur le web et sur le iPhone quand le iPhone a été lancé en 2008. Fait que- puis moi, je voyais cette affaire-là qui est en train de se faire dans notre face. Et je me dis, j'ai l'impression que l'avenir est en train de changer, là. Fait que à mes partenaires de Clovis TV à l'époque, je dis, tu sais quoi, moi, je crois que l'avenir, c'est cette affaire-là. L'Internet. Personne ne me croit. Fait que je dis, tu sais quoi, ben, moi, je pars, je me retire, je recommencerai de mon bord. J'ai une entente, évidemment, de non-concurrence. Fait que je suis obligé d'attendre 3 ans. Oh, c'est vrai. God damn! Mais je me suis dit, entre-temps, bon, c'est pas grave, je m'en vais à New York, je prends ça relax, je me retire de la game, Ressources. je me ressource. Ça tombait bien parce que ça me tentait de m'éloigner de toute l'industrie. Et j'en ai profité pour me marier, fonder ma famille. Et quand je reviens dans le game en 2012, mon 3-4 ans est passé, je peux retourner dans le game. Je m'en vais chercher une nouvelle licence. Mais là, je suis plus le Jean-Yves naïf De back Back then. de then. back then. Je sais comment fonctionne la game. L'expérience! Là, t'as compris. Là. Je vais pas manger le même bâton que j'ai pris entre les mains des gars T'es voir sans honte, là. auparavant. Premièrement, je sais qu'au Québec, ils veulent rien savoir, ils sont fermés d'esprit. Fait que la première chose que je fais, c'est que je décide de dealer avec Bell.
Fait que je m'en vais à Toronto parce que Bell, c'est à Toronto que se trouve vraiment le headquarter et que les décisions sont prises pour tout ce qui est deal de télévision. Fait que je vais à Toronto, je fais beaucoup de back and forth, j'apprends à connaître les gros joueurs de l'industrie qui prennent des decision makers à Toronto. Parce que au Canada, c'est à Toronto que ça se passe. C'est là que tous les sièges sociaux de toutes les grosses compagnies, les multinationales, c'est à Toronto que ça se passe. Exact. Et c'est pas c'est con. Souvent quand les gens entendent Toronto, c'est le Caribana là. Non, c'est là que l'argent du à pays. notre âge, maintenant, là, c'est plus la même chose. Là, comme si- L'argent du pays est à Toronto. Mon gars, Ça se si brasse t'es à sur- Toronto. Quand tu es sur la 401, là, tu vois tous les buildings. Tu, vois tout, tu le vois tous les affaires, là. Comme au States, c'est New York. Exactement. Aux States, c'est New York, LA. Exactement. Mais Canada, Toronto, Vancouver. Fait que et Calgary. Mais c'est vraiment Toronto qui est le lieu de business. Finalement, j'ai réussi à struck un deal, moi avec mes nouveaux partenaires. En 2017, on finalise le deal avec Bell. Et puis, on s'est dit, mais la première chose qu'on fait, on lance la chaîne, on rentre dans le système. Parce que on avait déjà l'idée de vouloir lancer une plateforme de streaming, mais on savait très bien que le marché n'est pas encore prêt. Mais là, t'es juste, pour sur être quelle sûr, juste bannière? pour être sûr, on parle bien de... Là, on est rendu à Natif Oui. TV. Parfait. T'es sur la bannière native. Exactement. Et là, on est à peu près en quelle année? Là, on est en 2017 qu'on signe le deal avec Bell. En 2018, on lance la chaîne de manière très, 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 Slick. très petite. Les gens ne sont pas au courant. Ouais. Pas de gros bail comme l'autre. Non, Comme ça, on va pas Pour voir le TELUS, là. non, parce qu'on sait très bien que de toute manière, on n'a pas le choix d'aller chercher Vidéotron, Cogeco et les autres câbles distributeurs un après l'autre. On n'a pas le choix de le faire. Puis, mais il y a des gens qui nous posent la question, mais pourquoi perdre, la question que tu as posée, pourquoi perdre son temps à vouloir lancer une chaîne de télé quand tu vois que c'est l'avenir, c'est Le l'Internet numérique. et on le voyait déjà d'avance. Premièrement, pour faire de l'argent, parce que moi, mon but, c'est de faire de l'argent. C'est tout, oui. C'est pas d'être un YouTuber, c'est pas d'être un influenceur, c'est pas d'être un travailleur autonome. T'sais? Parce qu'il y a beaucoup de gars qui font leur business sur Internet, puis c'est cool, c'est correct. Les YouTubers et les influenceurs qui font leurs affaires, that's cool. Moi, mon objectif, c'est de bâtir une business qui peut permettre de créer des jobs et de créer un écosystème pour que des créateurs de contenu puissent, eux, bâtir leur boîte de production. Talk to them. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que la manière que fonctionne l'industrie audiovisuelle au Canada et au Québec, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est capitaliste. Tout est privé. Toutes les séries télé que tu vois aux États-Unis, les films, c'est du capital privé, là. C'est des investisseurs qui mettent de l'argent sur la table et qui veulent du rendement. Au Canada et au Québec, ça marche pas comme ça. 85%, 90% de ce que tu vois à la télévision et au cinéma, c'est les payeurs de taxes. Qu'est-ce que tu veux dire? Wow, Ouais, il faut explique-nous en détail. Ouais, parce que là, Oh. j'ai l'impression que c'est la même affaire aux States. Non. Pas du OK, tout. attends, tu veux dire que c'est le contribuable Oui. qui finance la production? Finance Parce que tout oui, ce c'est que vrai, tu c'est des vois subventions. à la télévision québécoise, à la télévision canadienne, en termes de contenu canadien, évidemment, et le cinéma québécois, la télévision québécoise, c'est toi, moi, ta grand-mère, mon grand-père, ton oncle, ta tante, ton neveu s'il commence déjà à travailler dans un dépanneur. C'est nos taxes et nos impôts. C'est ça qui finance. Après ça, le petit 10%, là, Ouais, c'est ben, ça. c'est la chaîne de télé qui met le reste. Mais ce sont les subventions et les crédits d'impôt qui financent la production. Mais il y a quand même moyen de pouvoir être privé au Canada. Oui et non. OK, mais non, mais attends. Wow. Moi, présentement, qui est en train de produire un documentaire, Mhm. je suis crétin de le faire de mes poches, genre. C'est ça que tu me dis? Oui. Oh, shit! Shit! Yo! Oh! Je devais poser la question parce que, yo, je dois demander au monde qui savent pour de vrai. Yo, je suis saisi. C'est très sérieux, qu'est-ce que tu dis là? Oh, je suis saisi.
Je sais que c'est un choc pour certaines personnes. C'est pas un choc. Ça l'est. Je me pour nous, doutais en tout cas, un pour nous, peu. ici, c'est un choc. C'est pas que c'est un choc pour moi, c'est que je me disais, OK, il y en a qui font avec des subventions, mais il doit sûrement avoir un bon pourcentage aussi qui fonctionne avec leurs propres fonds. Mais la façon que je t'écoute, c'est que 93% des productions sont subventionnées, genre. Mais comment je fais de l'argent? Ah, Et voilà. Ouais. OK. je vais essayer de vulgariser. Dites-vous quelque chose. Je veux produire une série télé. La série coûte, je sais pas moi, 50 000 $ l'épisode. Je suis pas stupide. Je vais pas sortir cet argent-là de mes poches. Je sais que il y a 2, 3, 4 programmes. Il y a Téléfilm Canada, il y a la SODEC, il y a le FMC, il y a les crédits d'impôt que tu peux aller chercher au niveau provincial et fédéral. Il y a différents programmes qui, sur ce 50 000 $-là, ben, il y a au moins 35 000, 40 000 $ dans ton montage financier qui peut être couvert par tous ces organismes-là mis ensemble. OK. Le petit 10%, normalement, c'est là que tu as besoin d'un diffuseur. Mais attention, there's a catch 101. C'est que là, c'est sûr, il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais ça veut dire que tout ce que j'ai à faire, c'est aller frapper aux portes de ces organismes-là pour avoir accès à l'argent. » Non, tu n'auras pas accès à l'argent. Non, sinon, tout le monde l'aurait. Moi. Sinon, tout le monde aura accès à l'argent. Pour pouvoir avoir accès à l'argent, guess what? Il faut que tu aies un contrat avec un diffuseur. Fait que la première chose que tu dois faire, c'est convaincre TVA, Radio-Can, Bell Media, un d'entre eux, d'être down avec ton projet. C'est comme si tu as besoin d'un garant, genre. Oui, exactement. Et si le diffuseur est prêt à embarquer avec ton projet et te faire un contrat, ce qu'on appelle un contrat de licence, une entente de diffusion, là, tu peux aller voir l'institution, que ce soit la SODEC ou Téléfilm ou peu importe. Là, tu peux aller les voir et pour financer ton projet, parce que tu as un diffuseur qui garantit que quand eux, ils vont te donner l'argent, ce ne sera pas pour aller te payer une Mercedes-Benz, ce sera vraiment pour produire l'affaire qui va être diffusée sur une chaîne de télé. OK. Puis, lui, le diffuseur de télé, qu'est-ce qu'il fait? C'est que s'il voit que 50 000 $ l'épisode, 40 000 $, 45 000 $ est déjà tout financé, il vient te donner le dernier montant qui manque. Mais tu viens de m'expliquer un système mafieux, là. Oui, en partant. Et c'est comme ça que l'industrie fonctionne depuis des décennies. OK. Qui fait de l'argent pour de vrai, ce sont ceux qui s'assurent que le produit ne leur coûte rien de leur poche. Donc, les fameux producteurs là, que tu entends tout le temps parler, là, et qui mènent la grosse vie, puis qui gagnent toujours des prix aux Gémeaux, là, puis que c'est toujours les mêmes que tu vois qui produisent les séries télé sur TVA, sur Radio-Can, sur Nouveau. Ces gens-là, puis qui se payent des chalets, qui se payent des voyages dans le Sud à chaque année, ben, au fond, ils flambent l'argent du contribuable, c'est tout, là. OK. Mes amis! Yo, ma tête vient de faire des chocs. Yo! Fous, là. OK. L'information qui rentre là, yo, c'est fou. OK. Fait que là, sur la programmation d'une chaîne de télévision, ça, c'est l'autre partie que je voulais comprendre aussi. Comment ça fonctionne pour monter la programmation d'une chaîne de télévision? Premièrement, est-ce que c'est, comment je peux dire ça, trimestriel, saisonnier? Comment fonctionnent les saisons pour monter la programmation? De manière old school, c'est saisonnier. La game du streaming a tout chambardé. Ça, c'est sûr. Of course. Ça, c'est cash. Garanti, ça. Parce que maintenant, au moment où on se parle, l'industrie est en train de vivre une crise. Vous savez, là, ce que je viens de vous expliquer, de cette manière de fonctionner, de se mettre de l'argent dans ses poches depuis 4 décennies faciles,
ben, ce modèle-là, et même qui a toujours bien fonctionné, est totalement ébranlé. À cause des Netflix, À cause des YouTube Netflix et- et des Prime qui n'existaient pas avant. Yeah. Parce que dites-vous que auparavant, avant que Netflix et Prime arrivent, ben, le compétiteur de TVA, c'était Radio-Can. Le compétiteur de Radio-Can, c'était TVA. Le compétiteur de ces deux-là, c'était Nouveau, c'était Télé-Québec. C'était entre eux. Puis là, maintenant, soudainement, tu as un Netflix qui arrive, tu as un Prime, qui fait que maintenant, ben, le consommateur qui est tanné de voir les mêmes niaiseries, ben, il a d'autres options. Qu'est-ce qui se passe? Les codes d'écoute tombent, Mhm. les gens coupent le câble, et à chaque année, le nombre de gens qui sont abonnés au câble descend. Ouais. Et en plus, tu as Facebook et Google qui bouffent tout l'argent de publicité. True. Fait que non seulement tu as une chute des revenus d'abonnement au câble, tu as une chute des revenus Les publicitaires. publicitaires. Et là, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'argent dans le système. Mais pourquoi Natif s'est autant battu pour être justement sur le basic, le basic cable? Bonne question. Ben, parce que il est vrai que le nombre d'abonnés baisse à chaque année, mais pas aussi de manière radicale qu'on le pense. Ok. Ça baisse lentement, mais sûrement. Mais il y a encore 2,3 millions de gens au Québec qui ont le câble. Hein. Mais- C'est juste que les gens ont encore le câble par habitude. Ouais. Comme chez ma mère, c'est ça. Tu sais, même si toi, même moi, j'ai le câble, mais j'ai juste le câble de base. J'ai enlevé toutes les autres chaînes que j'avais. J'ai juste gardé le câble de base qui me coûte, qui est inclus dans mon forfait Internet. Parce que la plupart maintenant des forfaits Internet incluent le câble. Fait que maintenant, même si 90% de ce que tu écoutes comme contenu, quand tu rentres dans ton environnement de visionnement de plateforme, ben, tu fais juste choisir sur quelle plateforme tu vas regarder ta série ce soir. Est-ce que tu sois sur la plateforme de Disney+, sur Prime, ou si tu aimes les animés, tu sois sur Crunchyroll. Crunchyroll. Yeah. Souvent, je me tape des soirées Crunchyroll avec mes fils. Alors, mais pourquoi tu as le câble? Par habitude, c'est tout. Mais à chaque année, le Ça nombre baisse d'abonnés, t'as au moins 100 000 personnes qui coupent le câble à chaque année au Canada. Puis Fait c'est que fou, ça va là. prendre à peu près peut-être 5 à 10 ans avant qu'on dise que le câble disparaît. Mais en attendant, le câble existe encore, donc il y a encore de l'argent qui roule. Fait que moi, la seule et unique raison pour laquelle j'ai voulu aller chercher cette licence-là avec mon équipe, c'est à cause qu'il y a encore de l'argent. Ben, Moi, moi, c'est ce que fou, là, j'ai- tu regardes Netflix là, qui vont commencer à stream la NFL. Oui. Yo, La ça- NBA aussi. Oh, Est-ce que- ils vont... La NBA stream sur Hulu. La WNBA stream sur Hulu. Mais est-ce que vous avez La vu G le League match de Mike Tyson? de Mike Ouais, Ouais, Mike ouais, Tyson, ouais, il ouais. commence à faire ça. Yo, j'étais tellement surpris. Ça a failli crash. Il y avait 60 millions Ça a qui crash. se sont... Ça a crash. Ça a Ça a crash. crash? Ben oui, ça a ok. crash. Shout-out à vous, ça Ça a crash. Mais, Le match crash, mon gars. Mais Nous, on était belles. fait que pour répondre à la question, parce que j'ai pas totalement répondu à la question de mais pourquoi Natif, pourquoi rentrer dans cette game-là, pourquoi c'est important? Mais il y a encore de l'argent qui se fait, parce que nous, on se fait payer par les câbles distributeurs, là, quand même, là, pour être distribué. Et c'est une chose. Puis, on est dans ce système. Ça permet à nos créateurs de contenu d'avoir accès à l'argent. Parce que si tu veux produire ton documentaire, si tu veux produire ta série, au moins tu as Natif ici comme diffuseur que tu peux aller voir. Même si TVA ne veut rien savoir de toi, Radio-Can ne veut rien savoir de toi, les autres, au moins tu as une alternative. Natif est là pour t'écouter. Exactement. Si ton affaire, si ton projet fait du sens, Ouais. mon équipe de programmation, ils vont être derrière toi. Puis tu vas pouvoir aller chercher tout ton financement que tu as besoin pour faire ton projet. Et puis nous, on va mettre le dernier montant financier que tu as besoin pour finaliser le projet. le projet. Juste, il y a une question? Ben oui, j'avais excuse-moi, une petite question. Quand tu... comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand tu présentes, admettons, ton projet... pas ton projet, mais disons, présentement, la Natif, la nouvelle licence sont allés chercher. Il y a une certaine type de licence qui font que là, tu as pu à demander la permission à TVA. Ouais, c'est ça. ainsi de suite. C'est le licence-là qu'on a. On est une chaîne obligatoire dans le forfait de base de tous les câbles distributeurs au Québec. Exactement.
Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous soyez éligible à cette licence? À l'Ottawa. Toronto, Yodzo. Ah, non. Il faut 3 choses Vas-y. pour faire ce genre de move. Oui. Parce que c'est un type de move. Ça, c'est le genre de move que dans toute industrie où tu as un oligopole, donc tu as une oligarchie Bien. de gens qui... Une collusion, un certain niveau de collusion. là. Collusion, là, puis tu as vraiment une oligarchie, là, comme tu as 3-4 joueurs qui contrôlent le marché, parce que c'est dans n'importe quoi, hein, dans le milieu pharmaceutique, Exactement. dans le pétrole, dans n'importe quel... On va dire allegedly. Ouais. Tu sais, ça, dans différents domaines, c'est une réalité qui se répète. Mhm. Ben, dans notre cas, c'était dans le monde des médias et des télécoms. Ben, la première chose que tu dois faire, c'est t'assurer d'avoir des bonnes relations politiques. Oh. Ok. Quand tu dis politique, c'est politique ou politique à l'intérieur du monde du média? Ouais. Non, il faut que tu saches comment faire du lobby politique. OK, de la vraie politique. Oui, là. oui. Il faut que Veston, cravate. faut que tu connaisses du monde qui connaît du monde qui connaît du monde. Ok, c'est for real, ok. Ouais. En premier lieu. En premier lieu. Tu vas pas t'en sortir juste parce que tu es intelligent, là. C'est pas assez d'intelligence, là. Ok. Oui, il faut que tu sois intelligent, il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Parce que, anyways, même si tu as un contact et qu'il te présente à la bonne personne, mais quand tu arrives là, il faut que tu saches quoi dire, là. Fait, c'est sûr. Puis il faut que tu sois convaincant. Fait que quelqu'un doit te préparer à ça quand même, là. Ouais. Ah, ouais, clair. C'est juste ça a donné que je suis quelqu'un qui est dans le game depuis tellement longtemps. Que tu as des contacts. T'as fait plein, tu connais plein de Et t'as Oui, frappé des murs aussi. Je connais le système comme le fond de mes poches. Ok. Fait que c'est sûr que quand j'ai fini par comprendre comment fonctionne la game, à force de tourner en rond, Mhm. et qu'on m'a présenté à la bonne personne, qui connaissait la bonne personne, et que la personne a accepté de m'écouter, et puis que la personne a vu que je savais de quoi je parlais, les affaires ont débloqué, et puis ça a donné ce que ça a donné. La deuxième chose, c'est quoi? T'as dit il y avait 3 choses. Ah ouais, il faut que tu sois préparé d'avance à qu'est-ce qui t'attend. Faut vraiment être lucide, là. Je savais très bien que quand on allait déposer cette demande de licence-là, qu'on allait avoir les télécoms contre nous, là. Je le savais. Tu le savais, mais pourquoi tu penses qu'ils étaient contre vous comme... C'était quoi le problème? Parce que c'est le contrôle, c'est l'argent. Tu vas prendre un morceau de la tarte. Ces télécoms-là sont propriétaires Qui l'avait dit, de chaînes de télé. OK. Pour être honnête, peut-être de ta position, tu ne pourras pas répondre, mais est-ce que c'est vraiment parce que c'est une nouvelle chaîne et que no matter what, on veut aucune nouvelle chaîne, ou c'est plutôt, à un moment donné, qui fait le move de partir cette nouvelle chaîne? On veut pas une chaîne black. C'est ça que tu veux dire. Non, c'est tout simplement une question d'argent. OK. Fait que c'est vraiment de la... Comment on Tu appelle viens ça? enlever un pourcentage à quelqu'un. Yeah, exactement. C'est pur C'est capitalisme. vraiment Vous connaissez l'expression « follow the money Yeah. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. OK. You know, you want to know the truth? Follow the money. And Ok. you will know the truth. OK. Yo, monsieur. Yo. Puis la troisième chose. Et puis, il faut vraiment avoir une détermination C'est ça que j'allais dire. Persévérance. Persévérance. comme... Je sais même pas... tu sais qu'on dit un chat qui a 9 vies, là. Mhm. Ben, il faut que tu acceptes de mourir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et de revivre et de te relever. Est-ce Parce que, que l'échec fait partie du processus. J'admets avoir échoué. mais est-ce qu'à un certain moment dans le processus, ça a commencé à avoir un poids sur ta famille, tes amis, des conséquences sur ta vie personnelle? Parce que Ben oui. souvent, tu devrais être... Ben oui, j'ai payé le prix, là. OK. Ben OK. oui, J'ai appris des coups. la chute du projet Clovis, ça a été très dur. OK. Très, très, très dur. Je suis tombé en dépression.
C'est New York qui m'a sauvé. Ouais, c'est ça, t'arrêtes pas de te retourner à Ok, New dans le York. fond, tu t'es enfui à New Ouais, York. je me suis carrément T'as fugué. exilé. Fuck that. En écoutant d'autres entrevues que tu as fait et tout, ça, c'est moi qui suis arrivé à une certaine conclusion. OK? Donc, je peux absolument me tromper. Mais en écoutant, je crois comprendre qu'à un moment donné, tu comprends que la télévision se meurt à petit feu, mais qu'elle se meurt quand même. Mhm. Ce que j'ai réussi à comprendre, c'est qu'il y a un certain fond que tu peux encore tirer de la télévision pour développer une plateforme, pour développer la plateforme web. Ou plutôt pour aider les gens à développer le contenu pour la plateforme web. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. Ok, C'est pour ça que la plateforme de streaming natif, elle existe. On l'a lancée, ça fait pas longtemps. Mhm. Ok. Parce qu'on a une clientèle qui n'ont pas le câble de toute manière. Yeah. Cash. Et il y a des gens souvent qui nous disent hey, j'ai vu qu'on peut s'abonner à Natif à travers Internet direct si j'ai pas le câble. Oui, tu peux le faire. Tu peux carrément aller sur natif.com et t'abonner à la chaîne. Puis tu as comme un Netflix en plus d'avoir accès à la chaîne linéaire. 24/7. Pour $2, tu as la version Netflix. Pour 3 piastres par mois, ben, tu as la version Netflix en plus d'avoir accès à la chaîne 24/7. On a fait vraiment exprès parce qu'on sait très bien Ouais, c'est ça que j'allais dire. que le modèle d'affaires du câble, éventuellement, aura totalement disparu. C'est pas une question de si ça va disparaître. C'est quand? Quand ça va Yeah, disparaître? yeah, yeah, yeah. Ça va disparaître. Ok. Ça va pas disparaître demain. Non, mais c'est Mais petit feu. ça va disparaître dans 10 ans, 15 ans. Ce sera plus là. Ce sera totalement streaming, la business. T'avais déjà calculé ça. T'avais déjà calculé way ça. back. oui. Je l'ai vu en 2012. Avec le bail de Spacey, Avec- de Ouais. C2. Avec Ouais. Kevin Spacey. Spacey. Quand j'ai vu que Kevin Spacey a dit qu'il allait se lancer en business avec une plateforme de streaming, puis que là, j'ai dit, mais ça coûtait combien cette affaire-là? Parce que moi, quand je suis allé télécharger Netflix, on était en quoi? On était en été 2011. Je suis allé télécharger l'affaire, puis j'ai vu House of Cards est sorti quelques mois après, puis j'ai vu des 13 épisodes étaient sur la plateforme, puis je dis, mais ils sont pas bien dans la tête. Comment tu mets 13 épisodes d'un coup comme ça? Yo, c'est fou quand ils font ça pour de Mais vrai. tu me gardes sur la plateforme. Ouais. Oui, puis pour moi, it was mind-blowing. Et après, je me suis tapé les 13 épisodes en un week-end, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Et puis, Binge watching. Ça te garde sur la plateforme. puis après, mais la qualité de la production était Ah, tellement incroyable de House of Cards. Ben oui. J'ai dit, mais il me semble que ça a dû coûter de l'argent. Ça coûtait combien? Je suis allé m'informer, ça coûtait $100 millions. Netflix avait déjà ce budget-là? Oui! Ils ont mis $100 millions dans leur première série. C'était leur première production originale. Ah, ils ont pas foiré. C'est un gros gamble, mais ils ont Oh pas non, foiré. c'est un- Mais non, non. Après Hey, ça, c'était dope. ça a tellement bien marché qu'ils ont mis autant d'argent de Orange is the New Black. Black, Et yeah. après Yo. ça, ils ont commencé à Non, mettre de l'argent mais dans même des séries plus. Marvel. Yeah. Et puis, ça n'a pas arrêté parce qu'ils ont compris qu'avec les productions originales exclusives à Netflix, c'est ça qui a fait exploser leur nombre d'abonnés. Wow, Yo, ok. Oui. T'as tellement de vécu là. T'as Le tellement de- CV est lourd! Yo, j'ai une autre question, man. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton projet Vibe? Ah, Vibe Plus, Ouais. Le magazine, ça? le magazine. Ouais. Oui, ben, ça, c'est comme l'époque tampon entre quand j'ai laissé tomber le monde de la musique avant que je rentre dans le projet Clovis, mon Clovis. premier Clovis. C'est vraiment cette époque-là. Il s'est passé beaucoup de choses. Uh-huh. OK? Comme beaucoup de choses. J'étais un entrepreneur hyper actif. Et j'avais quel âge? Je crois que j'avais 25 ans à l'époque. Dites-vous que il y avait beaucoup d'opportunités d'affaires. Puis, j'avais commencé à produire ma première émission de télé avec une chaîne. Bon, aujourd'hui, elle s'appelle MaTV, mais MaTV, c'est fermé maintenant. Ils ont fermé cette chaîne de télé. Ah, ils l'ont fermé? Ouais, ça a fermé dernièrement. OK. Ouais. Mais ça s'appelait Vox à Ouais, l'époque. Vox, ouais. Vox, Ouais, ça, Vox ça, TV. Je sais pas c'est quoi ma TV. Puis j'ai produit, c'était la première émission, c'était mon premier projet TV officiel que je produisais, qui s'appelait Vibe Plus. Et c'était sur la scène hip-hop. Et puis j'avais déjà la vision de lancer un magazine, parce que moi j'étais un grand fan de Source Magazine. Je Yeah. m'en rappelle, c'était avec DJ Crowd. DJ Crowd était le DJ officiel de l'émission de télé, c'est Katie.
qui était l'animatrice avec Francis Dupéron, un animateur de radio de la ville de Québec, qu'on était allé chercher comme pourquoi animer cette émission-là avec Katie. OK. Puis on avait des belles cotes d'écoute pour cette émission-là parce que c'était la seule émission hip-hop. En dehors de Musique Plus, là, avec Malik Shahid qui avait son émission une fois par semaine, si tu voulais avoir accès à du hip-hop québécois à la télévision, c'était uniquement avec notre émission qui était à chaque semaine avec 2-3 rediffusions. Donc on avait vraiment une belle vitrine à cette époque-là sur Vox. C'était vraiment les abonnés de Vidéotron qui avaient accès à cette chaîne-là gratuitement. Puis on a lancé un magazine du même nom. Puis on a reçu une belle lettre d'avocat après de Vibe Magazine aux États-Unis, nous disant qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le nom de Vibe Plus à cause c'était trop proche de leur nom. En plus, notre magazine, c'était un magazine sur la culture hip-hop. Fait qu'on a dû changer le nom pour le nom de la boîte de production qu'on avait à l'époque qui s'appelait Unistar. Puis on avait produit plein de shows. On avait fait venir Oxmo Puccino en tournée à l'époque, le rappeur français. On avait fait venir Ludacris, Busta Rhymes. On produisait plein de shows, en plus de produire une émission de télévision, en plus d'avoir sorti le magazine. Je me rappelle, j'avais profité du fait qu'on avait fait venir Ludacris à Montréal, au Sepsum de Montréal, pour l'avoir en entrevue pour le magazine, parce que c'est lui qu'on avait mis sur le cover. C'est super relax, Luder. J'avais passé la journée complète avec lui. Il m'a laissé poser toutes les questions que je voulais. Puis il m'avait dit déjà d'avance que lui, son rêve après le rap game, c'était de rentrer à Hollywood. Oh, nice. C'était ça. Lui, là, son game plan était déjà prêt. Puis bon, vous le savez, il a réalisé finalement. Ouais. Fast and Furious. Cette aventure-là avec Ludacris vous a coûté cher, par contre. Ouais, ça a tué la business. Yeah, exactement. Ben oui. Ouais, c'était un flop total parce que ce qui s'est passé au fond, c'est que Tu dois foirer pour réussir. J'avais dit à mes partenaires, Ludacris, on peut remplir le Métropolis facilement. Yeah. Donc, prenons le Métropolis. Mais mes partenaires ont dit, avec Ludacris, Métropolis, c'est 2300 personnes. Ah non, loin le Sepsum. C'est sûr qu'on peut remplir le Sepsum, qui est à peu près 5-6 000 personnes. Okay. Donc, on peut faire plus d'argent. Là, je dis, guys, oui, peut-être plus d'argent, mais c'est un peu risqué. Parce que le Sepsum, contrairement au Métropolis, comme... C'est tout inclus, c'est clé en main. Tu fais un chèque, t'as tout. Yeah. Mais Sepsum, il faut que tu rentres l'éclairage, le stage, le son. Fait que tes coûts de production triplent. Yeah. Fait qu'au lieu que ça me coûte 20 000 $ en coût de production, là, ça va me coûter 60 000 $. En plus, il faut que je paye Ludacris. Il faut que je paye son billet d'avion. Puis lui, quand il vient avec sa clique, puis oh my God. Je veux savoir. Le champagne doit couler. Combien ça a coûté faire rentrer Ludacris avec tout ça? T'es sûr que tu veux savoir? Oui, on veut savoir le flambé à la mort. Savoir ça. Normal. Premièrement, rappelle aux gens c'était en quelle année pour qu'ils mettent le montant en perspective. C'est en 2005. 2005. So Ludacris c'est dans son pic. Ouais. Bitch. Ouais. Et dans les top rappers de cette époque-là, dans tous les clubs. Different area codes. Ah ouais, dans tous les clubs, il n'y a pas un seul club qui peut se permettre, un DJ ne peut pas se permettre dans un club de ne pas jouer de track de Ludacris. À cette époque. Throw them balls. Les gars, Tournembo est sorti en 2002. Ah yo, ça peut pas grave, il joue encore après. Ouais, mais ça vous a coûté combien? Bon, ben, essayez de deviner, chiffre. Le cachet de Chris. Là, attention, le billet d'avion n'est pas payé. OK, juste lui, 30 000. Plus. Moi, c'est de la triche parce que j'ai écouté. Ah, toi, ok, Attends. Yo, moi, Ok, je tu dis vois? en tout 70 000. 5 de plus. 75 000 US. En 2005. En 2005. 2005. Flambé à la mort. Fait que je pense que t'es à peu près un 30. Yo, t'es un 30% là, comme. 75, c'est sûr, tu touches à quoi? 105 000 Canadiens. C'était 100 000 piastres. À cette époque-là, ça a coûté 100 000 piastres. Le Canadien. My son God. cachet seulement. Bro. Mais tu mets ça avec l'inflation aujourd'hui, Ouais, t'es à 220 là.
Ouais, mais tu fais ça aujourd'hui, je pense que tu fais quand même plus de cash vu qu'il y a un artiste de cette ampleur-là. Non, de cette ampleur-là, Présentement, tu fais plus de cash. ouais. On aurait pu rentabiliser si on l'aurait fait effectivement au Métropolis. Le problème, c'est le coût du Sepsum, la salle. Fait que là, tu ajoutes juste le coût de la production au Sepsum, c'était 40-50 bahts. Que tu ajoutes sur le 100 bahts, là, c'est comme... La facture est lourde. Ouais. Fait que finalement, toute la business... En plus, on avait acheté Montreal Records qui roulait super bien, là. Montreal Records. Ça, Donc, c'était. on avait c'était nice récupéré au ce début, label-là. C'était vraiment nice au début, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui a tué Montreal Oui, Records. ça a tué toute la business. Ça a banqueroute toute la business. Cette aventure-là, là, a banqueroute toute la business. Là, maintenant, ma question, maintenant, Natif est en ligne. Vous avez votre licence. Tout à l'heure, tu m'as mentionné que c'est à chaque 5 ans qu'il faut renouveler la licence. Oui, c'est ça. Est-ce que vous, vu que c'est la première fois que vous avez ce type de licence, qu'il y a une probation, genre? Ou c'est 5 ans pour vous? Non, comme c'est 5 tout le monde? ans. Ok, sans problème, là. Ouais, on fait notre 5 ans, puis en 2028, c'est là qu'on doit retourner devant le CRTC. Puis, est-ce que c'est notre demande ou c'est juste de la paperasse à remplir? Ah non, les télécoms, ils nous attendent là, en 2028. Là. OK. Ils sont encore sous le vodka. Ah, ils vont revenir, parce Ok. qu'ils l'ont fait avec un autre autre... Une autre chaîne? Il y a une autre chaîne qui a disparu à cause qu'il n'a pas été capable de bien se défendre quand son 5 ans était terminé, là, puis il s'est fait botter ses fesses. Il demande des stats. Des comptes à rendre, là, 5 ans plus tard. C'est quoi ton rendement? Vous êtes rendu où, là? Ouais, et ce pourquoi que tu as dit, est-ce que le travail pour lequel tu t'es engagé, est-ce que ça se fait, est-ce là? que réellement tu as créé un engouement pour cette chaîne-là? Est-ce que réellement Wow. les répercussions que cette chaîne-là devait avoir étaient au rendez-vous? Mais non, ils vont... Ben oui, mais Ok. on sait qu'est-ce qu'on fait. Là. On a une très bonne idée Cash. de qu'est-ce qui nous attend là d'ici 5 ans. OK. Yeah. Là, ma question par rapport à ça, c'était vraiment... Bon, tu sais, on a vu qu'il y a eu des lancements, la programmation et tout. Premièrement, moi, je suis vexé. Vous n'avez pas invité le CDA, là, mais bon. Je T'es le dis. enragé. Moi, je le dis, là, mais bon. Natif, Bref. man. Pourquoi on n'était pas là? Mais bref, c'est pas ça la question. Maintenant... Là, il y a honte. Les gars sont vinaigres. Mais non, j'attendais celle-là. Fallait. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Mais ma question, c'est que maintenant, c'est... J'ai une question, Tu sais, tu peux pas tout révéler, c'est sûr et certain, mais c'est quoi, selon comment vous vous êtes inscrit à la CRTC, c'est quoi votre stratégie pour arriver à une programmation qui vous permettrait de pouvoir justement renouveler sans avoir trop de problèmes et créer l'engouement que vous devez avoir, tu sais, remplir les stats que vous avez. C'est quoi la stratégie pour créer une programmation qui va pouvoir vous permettre de répondre à ça? Au moment où on se parle, on a déjà, tu sais, dans les faits, Mhm. fait un travail monumental que beaucoup de gens ne comprennent même pas qu'on a eu le temps de faire tous ces moves-là en 1 an. OK. Nice. Parce qu'il y a, tu sais, il y a des gens que même quand la licence a été approuvée, il y a du monde qui doutait est-ce qu'ils vont vraiment être capables de juste vraiment faire en sorte que la chaîne soit réellement disponible partout. Mais vous existiez déjà, On existait déjà, mais on faisait affaire avec Bell seulement parce qu'on était bloqué par les autres. c'est vrai. Ouais, je comprends. Tu sais? Fait que, est-ce que technologiquement, on va être capable, OK. C'est même pas au niveau du contenu, c'est au niveau au technologique. niveau technologique, au niveau opérationnel, au niveau, est-ce qu'on va être capable de respecter nos engagements avec la licence? Est-ce qu'on vraiment, on va faire? Puis le monde depuis quelques mois, là, les gens, surtout dans l'écosystème, puis quand je dis les gens, je parle des gens dans l'industrie, Ouais. sont surpris de voir comment on bouge nice, de manière nice, très agressive. Parce nice. qu'il y a, en ce moment, il y a beaucoup de projets là, qui se font financer. En l'espace de 1 an, il y a pour à peu près 10 à 12 millions de dollars de projets qui se sont fait financer à cause de nous, À cause de natifs. à cause de Natif. Nice, OK. Que ce soit, nice. donc, peu importe la phase du projet, en développement, en production, en post-production, OK, il y a des choses à venir, là. Il y a des choses à il y a venir. plein de projets qui
qui s'en viennent là, qui embarquent en ondes, qui sont en phase de production, en Let's go, tournage. let's go. J'ai Ça tellement roule. J'ai hâte de là. voir ça. Tu sais, il y a des producteurs qui n'ont pas perdu de temps. Là. Quand la licence a été approuvée, ils sont venus frapper à la porte de notre équipe de programmation, ils sont venus avec le projet et on n'a pas chômé. Là. L'équipe travaille très fort. Puis Let's go! nous, on est partout. Là. On bouge partout. Partout, il y a des meetings avec des gens haut placés de la SODEC, de Téléfilm. On est dans tous les meetings, dans toutes les rencontres, là où les décisions sont prises, où il faut faire part de notre opinion sur quelle direction l'industrie doit aller. On est présent dans toutes ces rencontres-là. Puis, on dirait que ces gens-là pensaient qu'on était là just to grab the money and sit down for 5 years. Yeah. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On fait le travail. Mais il y a même du monde de la communauté même qui pensait ça aussi. Oui, là, je tu sais. comprends? So, on va pas se mentir, là. Oui, je sais. Mais là, présentement... Non, vas-y, garde-la que tu avais une question. Non. Vas-y, donne ta question. Non, j'allais juste dire, présentement, pour Natif, c'est quoi votre plus... Comment je peux dire ça? Votre plus grand obstacle, présentement. Vous êtes opérationnel, tout roule, mais il y a toujours des obstacles. Oui, ça c'est sûr. Donc, présentement, pas que ça vous empêche d'avancer, mais qu'est-ce que tu considères qui est le plus grand obstacle ou c'est un caillou que tu voudrais retirer de ton soulier, là? Notre plus gros obstacle, c'est réussir l'éducation du peuple. Du peuple général ou de notre communauté en général? Notre communauté en général. OK. Sur quel niveau? Tous les niveaux. À tous les niveaux? Au niveau, comment pourrais-je dire, business. Pourquoi? Parce que on a encore cette mentalité, du white man's approval. Louder for the people in the back. On doit se battre encore contre le fait qu'il y a des gens qui, je suis pas cœur de Natif, moi, le business, moi, c'est avec TVA je vais faire affaire, moi, c'est avec Radio-Can je vais faire affaire. Même si ils veulent rien savoir de toi, mais tu veux still faire affaire avec eux. Wow. Tu sais? Et ça, c'est un plus gros problème que les gens le pensent. Ça, c'est sûr. Donc, c'est cette mentalité de dire que moi, je veux faire affaire avec les médias établis pour vraiment être put on. C'est comme si tu te dis t'aimes mieux rien faire qu'aller travailler avec Natif. Genre. Yeah, on va pas se mentir. Moi, je peux le dire, c'est comme une mentalité d'un peu de house negro, si on peut le dire, là. Cash. Moi, je vais le dire. Tu peux pas le dire, mais moi, je peux le dire. C'est ça même. Puis, mais en même temps, je comprends d'où ça vient, cette mentalité-là. Je comprends très, très bien. Puis d'ailleurs, c'est à cause que je connais bien ma communauté que je me suis jamais laissé même influencer par qu'est-ce que les gens disent dehors. Parce que nous, ça fait des années qu'on travaille. Puis qu'on sait comment les gens sont. Puis que beaucoup de gens, bien avant... Tu sais, il y a des gens qui étaient au courant de notre existence bien avant que notre licence soit approuvée, puis qu'on ait eu toute cette presse-là sur nous, toute cette couverture-là, soudainement, et que Natif soit disponible partout. Il y a des gens qui nous connaissaient avant et qui ne s'occupaient pas de nous du tout, là, et qui nous méprisaient même. Juste parce que où est-ce que ces négros-là vont là, avec cette chaîne de télé? Regarde. Et pourtant... Il y a des producteurs de d'autres communautés, des producteurs blancs, des producteurs latinos, des producteurs arabes, et de d'autres communautés qui viennent avec leurs projets, qui travaillent avec nos équipes et qui vont chercher leurs subventions, qui vont chercher leur crédit d'impôt, qui financent leurs projets correctement. Ouais, je vois la communauté Qui font leur latino argent. qui travaille avec Natif Oui. vraiment de très, très proche. là. Non. C'est trop loin. Ouais. Là, Ok, vu qu'on a une petite Ok. partie Patreon, Ok. pour nos abonnés Patreon, on va arrêter ça là, on va aller sur le Patreon parce que si j'arrête pas les affaires, ça va aller trop loin, on va jamais My finir. bad. Donc, t'inquiète, Jean-Yves, c'est pas fini. Yo, moi, j'ai des questions. Pour ceux qui sont Patreon, on se voit pour Patreon. So, vous savez déjà c'est quoi le vibe. Votre Host Hollywood, The $1 Million Voice. On va savoir c'est quoi les vrais problèmes. Mon co-host Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Edlin, Mr. Philosophe aujourd'hui. Yo. Et notre très cher invité Jean-Yves. On se voit sur Patreon. Let's go.